Les Hauts de Hurlevent. Émilie Brontë. Chapitre 13. Les fugitifs restèrent absents 2 mois. Durant ces 2 mois, Madame Linton traversa la crise la plus dangereuse de ce qu'on appelait une fièvre cérébrale et en triompha. Jamais mère n'eût pu entourer son enfant unique de soins plus dévoués que ceux qu'Edgar lui prodigua. Jour et nuit, il veillait et endurait patiemment tous les tourments que peuvent infliger des nerfs irritables et une raison ébranlée. Bien que Kenneth fît observer que ce qu'il arrachait à la tombe ne récompenserait son dévouement qu'en devenant par la suite la source d'une constante anxiété, en fait, qu'il sacrifiait sa santé et ses forces pour conserver une simple ruine humaine, sa reconnaissance et sa joie ne connurent pas de borne quand la vie de Catherine fut déclarée hors de danger. Il restait assis à côté d'elle pendant des heures, à épier le retour graduel de sa santé physique et à nourrir ses trop ardents espoirs de l'illusion que son esprit aussi retrouverait son juste équilibre, que bientôt elle redeviendrait tout à fait elle-même. Ce fut au début du mois de mars suivant qu'elle sortit pour la première fois de sa chambre. Monsieur Linton avait mis le matin sur son oreiller une poignée de gros crus dorés. Son regard, depuis longtemps déshabitué de toute chose gracieuse, tomba sur eux quand elle s'éveilla. Elle parut ravie et les ramassa avec empressement. « À Hurlevent, ce sont les premières fleurs !» s'écria-t-elle. « Elles me rappellent les douces brises du dégel, les chauds rayons du soleil et la neige presque fondue. Edgar, le vent ne vient-il pas du sud et la neige n'a-t-elle pas à peu près complètement disparu ?»« La neige a tout à fait disparu ici, ma chérie, » répondit son mari. « Et je ne vois que 2 taches blanches sur toutes les tentes de la lande. Le ciel est bleu, les alouettes chantent et les ruisseaux coulent à plein bord. Catherine, au printemps dernier, à pareille époque, j'aspirais à vous avoir sous ce toit. Maintenant, je voudrais vous voir à 1 mille ou 2 d'ici, sur ces collines. L'air y est si doux que je suis sûre qu'il vous guérirait. »« Je n'irai plus jamais là-bas qu'une seule fois, » dit l'invalide. « Alors, vous me quitterez et j'y resterai pour toujours. Au printemps prochain, vous aspirerez encore à m'avoir sous ce toit. Vous tournerez la vue en arrière et vous songerez que vous étiez heureux aujourd'hui. » Linton lui prodigua les plus tendres caresses et essaya de la réconforter par les paroles les plus affectueuses, mais elle regardait distraitement les fleurs, laissant sans y prendre garde les larmes s'accumuler dans ses cils et ruisseler sur ses joues. Nous savions qu'elle était réellement mieux. En conséquence, nous jugeâmes que son abattement était dû en grande partie à sa longue réclusion dans un même endroit, et qu'un changement de milieu pourrait la soulager notablement. Mon maître me dit d'allumer le feu dans le petit salon déserté depuis plusieurs semaines, et d'y installer une bergère au soleil près de la fenêtre. Puis il la descendit, et elle resta longtemps à jouir de la bienfaisante chaleur, ranimée, comme nous nous y attendions, par la vue des objets qui l'environnaient. Objets qui, bien que familiers, n'étaient pas associés aux lugubres souvenirs attachés à son odieuse chambre de malade. Vers le soir, elle parut très épuisée, pourtant aucun argument ne parvint à la persuader de retourner dans cette dernière pièce, et je dus lui faire un lit sur le sofa du petit salon, en attendant qu'on ait pu lui installer une autre chambre. Pour lui épargner la fatigue de monter et de descendre l'escalier, nous préparâmes celle-ci, où vous êtes à présent, au même étage que le petit salon, et bientôt elle fut assez forte pour aller de l'une à l'autre, appuyée au bras d'Edgar. « Ah, me disais-je, elle devrait se rétablir, soignée comme elle l'est. » Il y avait une double raison de le souhaiter, car de son existence en dépendait une autre. Nous nourrissions l'espoir que, dans peu de temps, la naissance d'un héritier réjouirait le cœur de M. Linton et soustrairait ses biens à la griffe d'un étranger. Je dois relater qu'Isabelle adressa à son frère, quelques 6 semaines après son départ, un court billet annonçant son mariage avec Heathcliff. Ce billet semblait sec et froid, mais à la fin était griffonné au crayon une confuse excuse et la prière d'un bon souvenir et d'une réconciliation si sa conduite l'avait offensée. Elle ajouta qu'elle n'avait pu agir autrement et que, maintenant que c'était fait, c'était irrémédiable. Linton ne lui répondit pas, je crois. Une quinzaine plus tard, je reçus une longue lettre qui me semblait étrange, de la part d'une jeune mariée qui venait à peine de terminer sa lune de miel. Je vais vous la lire, car je l'ai gardée. Toutes les reliques des morts sont précieuses, quand on faisait cas d'eux de leur vivant. Chère Hélène, je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'y appris pour la première fois que Catherine avait été et est encore très malade. Je suppose que je ne dois pas lui écrire, et mon frère est trop fâché ou trop désolé pour répondre au billet que je lui ai envoyé. Pourtant, il faut que j'écrive à quelqu'un, et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous. Dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir, que mon cœur est revenu à Fröscourgrange 24 heures après que j'en fus partie, et qu'il y a en ce moment plein de tendresse pour lui et pour Catherine. Je ne peux cependant l'y suivre. Ces mots sont soulignés.
qu'ils ne m'attendent pas et qu'ils tirent de ma conduite les conclusions qu'ils voudront, pourvu toutefois qu'ils ne mettent rien au compte d'une faiblesse de volonté ou d'un manque d'affection. Le reste de cette lettre est pour vous seul. J'ai 2 questions à vous faire. La première est celle-ci. Comment êtes-vous arrivé à conserver la sociabilité qui est dans la nature humaine quand vous demeuriez ici ? Je ne puis découvrir en moi aucun sentiment commun avec les êtres qui m'entourent. La deuxième question m'intéresse particulièrement. La voici. Monsieur Heathcliff est-il un homme ? Si oui, est-il fou ? Sinon est-ce un démon ? Je ne vous dirai pas des raisons que j'ai de faire cette demande, mais je vous supplie de m'expliquer si vous le pouvez, quel être j'ai épousé. Quand vous viendrez me voir, il faut que vous veniez, Hélène, très prochainement. N'écrivez pas, mais venez et apportez-moi quelque chose d'Edgar. Maintenant, il faut que je vous dise comment j'ai été reçue dans ma nouvelle demeure, car j'imagine que c'est ainsi que je dois considérer les hauts. C'est pour m'amuser que je m'arrête à des sujets tels que le manque de modalités matérielles. Ils n'ont jamais occupé ma pensée, sauf au moment précis où j'en souffre. Je rirais et danserais de joie si je découvrais que ces privations sont toutes mes misères et que le reste n'est qu'un rêve fantastique. Le soleil se couchait derrière la grange quand nous débouchâmes sur la lande. Je jugeai par conséquent qu'il pouvait être 6 heures. Mon compagnon s'arrêta une demi-heure pour inspecter de son mieux le parc, les jardins et probablement la maison elle-même, de sorte qu'il faisait nuit quand nous mîmes pied à terre dans la cour pavée de la ferme. Votre vieux camarade Joseph sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle, avec une courtoisie qui faisait honneur à sa réputation. Il commença par élever la lumière à hauteur de ma figure, loucha d'un air mauvais et avança la lèvre inférieure et fit demi-tour. Puis il prit les 2 chevaux et les conduisit de l'écurie. Il revint ensuite fermer la barrière extérieure, comme si nous vivions dans un château fort du temps jadis. Heathcliff s'arrêta pour lui parler et j'entrai dans la cuisine. Un trou noir et sale. Je crois que vous ne la reconnaîtriez pas, tant elle est changée depuis le temps où c'était votre domaine. Près du feu se tenait un enfant, à l'air canaille, fortement charpenté et malproprement vêtu. Il y avait dans ses yeux et dans sa bouche une expression qui rappelait Catherine. « C'est le neveu par alliance d'Edgar, me dis-je, le mien en quelque sorte. Il faut que je lui donne la main, et oui, il faut que je l'embrasse. Il est bien d'établir la bonne entente dès le début. » Je m'approchai et, essayant de prendre sa grosse patte, je lui dis « Comment vas-tu, mon chéri ?» Il me répondit d'un jargon que je ne comprenais pas. Je fis une nouvelle tentative pour poursuivre la conversation. « Serons-nous amis, toi et moi, Ayrton ?» Un juron et une menace de lâcher Trottler sur moi si je ne décampais pas furent le seul fruit de ma persévérance. « Hé, Trottler, mon gaillard !» murmura le petit drôle en faisant sortir du repère qu'il occupait dans un coin un bulldog à demi-sauvage. « Maintenant, veux-tu t'en aller ?» me demanda-t-il avec autorité. Le souci de ma sécurité m'obligea d'obéir. Je repassai le seuil pour attendre l'entrée des autres. M. Heathcliff était toujours visible. Joseph, que je suivis à l'écurie et que je priai de m'accompagner dans la maison, me regarda d'un air stupide, marmotta entre ses dents, tordit son nez et répondit « Doucement, doucement, doucement. Jamais chrétien n'a-t-il entendu quelque chose pareil. Vous mangez vos mots, vous les avalez. Comment je pourrions deviner ce que vous dites ? Je dis que je désire que vous veniez avec moi dans la maison, criai-je. Croyez qu'il était sourd et néanmoins très dégoûté de sa grossièreté. Que nenni, j'ai quelque chose d'autre à faire, répliqua-t-il. Et il continua son ouvrage sans cesser de remuer ses joues creuses, en examinant avec un mépris suprême mon costume et ma mine. L'un beaucoup trop élégant, mais l'autre, j'en suis sûre, triste à souhait. Je fis le tour de la cour, franchis une petite barrière et arriva à une autre porte où je pris la liberté de frapper, dans l'espoir que quelques domestiques, un peu plus polis, se montreraient. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte par un homme de haute taille, maigre, sans cravate, et d'ailleurs extrêmement mal tenu. Ses traits étaient noyés dans une masse de cheveux hirsutes qui lui pendaient sur les épaules, et ses yeux, eux aussi, ressemblaient à ceux du fantôme de Catherine, dont toute la beauté serait anéantie. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton farouche. « Qui êtes-vous ?»« Mon nom est Isabelle Linton, » répondis-je. « Vous m'avez déjà vu, monsieur. J'ai épousé récemment monsieur Heathcliff, et il m'a amené ici. Avec votre agrément, je suppose. » « Il est revenu alors ?» interrogea l'ermite en lançant des regards de loup affamé. « Oui, nous venons d'arriver, mais il m'a laissé à la porte de la cuisine. Quand j'ai voulu entrer, votre petit garçon s'est mis à faire le sentinelle en faction, et avec l'aide d'un bulldog, m'a fait reculer tout effrayé. Le damné coquin a bien fait de tenir sa parole, grommela mon futur hôte en scrutant les ténèbres derrière moi pour y découvrir Heathcliff. Puis il se livra à un soliloque d'imprécations et de menaces sur ce qu'il aurait fait si le démon l'avait trompé. Je me repentais d'avoir essayé cette seconde entrée et j'avais envie de m'échapper avant qu'il eût terminé ses malédictions.
mais je n'avais pas encore pu mettre ce projet à exécution qu'il m'ordonna d'entrer, ferma et reverrouilla la porte. Il y avait un grand feu, et c'était la seule lumière dans la vaste pièce dont le sol avait pris une teinte uniformément grise. Les plats d'étain, autrefois si brillants, qui attiraient mon regard quand j'étais petite fille, avaient la même nuance sombre due à la saleté et à la poussière. Je demandai si je pouvais appeler la servante et me faire conduire à une chambre à coucher. Monsieur Rancho ne dédaigna pas me répondre. Il arpentait la salle, les mains dans les poches, paraissant avoir tout à fait oublié ma présence. Je le voyais si profondément absorbé, et son aspect général était empreint d'une telle misanthropie que je n'osais le déranger en renouvelant ma question. Vous ne serez pas surprise, Hélène, que je me sois sentie particulièrement abattue, assise à ce foyer inhospitalier, dans une compagnie pire que la solitude, et songeant qu'à 4000 de là était ma charmante demeure, où se trouvaient les seuls êtres que j'aime sur la terre. L'Atlantique ne nous aurait pas mieux séparés que ces 4000. Je ne pouvais les franchir. Je me demandais vers qui me tourner pour trouver un réconfort. Puis, ayant soin de ne rien dire à Edgar ni à Catherine, un autre chagrin dominait toutes mes peines du moment, le désespoir de ne trouver personne qui pût ou voulut être mon allié contre Heathcliff. J'avais cherché presque avec joie un refuge à Hurlevent, parce qu'ainsi j'étais dispensée de vivre seule avec lui. Mais il connaissait les gens chez qui nous venions et ne craignait pas leur intention. Je restai longtemps assise à méditer tristement. L'horloge sonna 8 heures, puis 9 heures. Mon compagnon continua à marcher de long en large, la tête inclinée sur la poitrine, dans le plus complet mutisme, sauf les grognements ou les violentes exclamations qui s'échappaient de temps à autre de ses lèvres. J'écoutais, dans l'espoir de découvrir une voix de femme dans la maison, et me laissant assaillir, en attendant, par des cruels regards et de lugubres prévisions qui, à la fin, m'arrachèrent des soupirs et des pleurs que je ne pus réprimer. Je ne m'aperçus que ma douleur était si manifeste que quand Earnshaw, dans sa lente promenade, s'arrêta en face de moi et me jeta un regard de surprise. Profitant de l'attention qu'il m'accordait à nouveau, je m'écriai « Je suis fatiguée de mon voyage et voudrais aller me coucher. Où est la servante? Conduisez-moi à elle, puisqu'elle ne vient pas. » « Il n'y en a pas. Il faudra que vous fassiez votre service vous-même. »« Où dois-je coucher alors ?» sanglotai-je. J'avais perdu tout amour-propre, accablé que j'étais de fatigue et de misère. « Joseph vous montrera la chambre de Heathcliff. Ouvrez cette porte. Il est là. » J'allais obéir, mais il m'arrêta tout à coup et ajouta sur le ton le plus singulier « Ayez l'obligeance de tourner votre clé et de tirer votre verrou. N'y manquez pas. »« Bien, dis-je. Mais pourquoi monsieur Earnshaw ? » Je n'aimais pas beaucoup l'idée de m'enfermer volontairement avec Heathcliff. « Regardez, dit-il en tirant de son gilet un pistolet de fabrication curieuse, avec un couteau à ressort à 2 tranchants fixés au canon. Voilà une grande tentation pour un homme au désespoir, n'est-il pas vrai ? Je ne puis m'empêcher de monter toutes les nuits avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui. Si jamais je trouve sa porte ouverte, il est perdu. Je n'y manque pas une fois, même si 1 minute avant, je me suis remémoré 1000 raisons qui devraient me retenir. Il faut que ce soit quelque démon qui me pousse à déjouer mes propres desseins en le tuant. Combattez ce démon pour l'amour de lui, aussi longtemps que vous pourrez. Quand l'heure sera venue, tous les anges du ciel ne le sauveraient pas. Je considérai l'arme avec attention. Une idée affreuse me frappa. Quelle ne serait pas ma puissance si je possédais un semblable instrument? Je lui pris des mains et toucha la lame. Il parut surpris de l'expression qui passa sur mon visage pendant une brève seconde. Ce n'était pas de l'horreur, c'était de la convoitise. Il m'arracha le pistolet jalousement, ferma le couteau et replaça le tout dans sa poche où il était caché. « Il m'est indifférent que vous le lui disiez, » reprit-il. « Mettez-le sur ses gardes et veillez sur lui. Je vois que vous savez en quels termes nous sommes. Le danger qu'il court ne vous étonne pas. »« Que vous a fait Heathcliff ?» demandai-je. « Quel tort a-t-il eu envers vous qui justifie cette haine effrayante? Ne serait-il pas plus sage de le prier de quitter la maison ?»« Non, » tonna Earnshaw. « S'il fait mine de partir, c'est un homme mort. Persuadez-le d'essayer et vous commettrez un meurtre. Faut-il que je perde tout sans aucune chance de rien regagner? Faut-il que Hareton soit un mendiant? Oh damnation, je veux reprendre mon bien et je veux avoir son or aussi. Et puis son sang, et l'enfer aura son âme. Il sera 10 fois plus noir avec cette hôte-là qui ne l'a jamais été. Vous m'avez mise au courant, Hélène, des manières de votre ancien maître. Il est évidemment au bord de la folie. Du moins, y était-il la nuit dernière. Je frissonnais de me sentir près de lui et je pensais qu'en comparaison, la grossièreté morose du domestique était agréable. Il reprit sa marche pensive. Je soulevai le loquet et m'échappai dans la cuisine. Joseph était penché sur le feu, surveillant une grande marmite qui se balançait au-dessus de l'âtre. Un bol de bois plein de gruau d'avoine était posé sur le banc à côté.
Le contenu de la marmite commençait à bouillir, et Joseph se tourna pour plonger la main dans le bol. Je conjectura que ces préparatifs devraient être destinés à notre souper, et comme j'avais faim, je décidai qu'il fallait que le plat fût mangeable. Aussitôt, criant sur un ton aigu, « Je vais faire le porridge !» Je plaçai le récipient hors de son atteinte, et tout en retirant mon chapeau et mon amazone, je poursuivis. « Monsieur Ancho m'a annoncé que j'aurais à me servir moi-même. Je vais m'y mettre. Je n'ai pas l'intention de faire la dame parmi vous, car je craindrais de mourir de faim. » « Bon Dieu !» murmura-t-il en s'asseyant, en passant la main sur ses bas à côte depuis le genou jusqu'à la cheville. « S'il faut que je reçoivions de nouveaux ordres, jusqu'en ce que je viens de m'habituer à 2 mètres, s'il faut que j'ayons une maîtresse sur le dos, il est grand temps que je disparaissions. Je ne pensions point voir jamais le jour qu'il me faudrait quitter la vieille maison, mais je crois bien qu'il est proche. » Je ne pris pas garde à ces lamentations. Je me mis vivement à l'œuvre, en soupirant au souvenir de l'époque où tout cela n'aurait été qu'une joyeuse plaisanterie. Mais je fus bien vite forcé de chasser cette reminiscence. L'image de mon bonheur passé me torturait. Et plus je redoutais d'en évoquer l'apparition, plus vite tournait la spatule, et plus vite les poignées de farine tombaient dans l'eau. Joseph contemplait ma manière de faire la cuisine avec une indignation croissante. « V'là !» s'écria-t-il. « Arrêtonne, t'auras point de porridge ce soir. Non, rien que des boulettes aussi grosses que mon poing. C'est ça. Je jetterai dans le bol et tout le reste, si j'étais que vous. Tirez l'écume et que ça y sera. Pan. C'est une bénédiction que le fond y soit point crevé. » Certainement un mets assez grossier, je l'avoue, quand il fut versé dans les assiettes. Il y en avait 4 préparés, et l'on avait apporté de la laiterie, un pot de lait frais dont Ayrton se saisit. Il se mit à boire, et en répandant la moitié. Je protestai et voulus qu'il versât son lait dans sa tasse. Je déclarai que je ne pourrais pas goûter à un liquide aussi mal proprement manipulé. Le vieux cynique jugea bon de se montrer très scandalisé de ce raffinement. Il m'assura, à plusieurs reprises, que le gamin y me valait bien, et qu'il était aussi sain comme moi. C'est étonnant que je puisse être si infatué de ma personne. Pendant ce temps, le jeune vaurien continuait de téter et me regardait d'un air de défi, tout en bavant dans le pot. « Je prendrai mon souper dans une autre pièce, » déclarai-je. « N'avez-vous pas un endroit que vous appelez petit salon ?»« Petit salon ?» répéta-t-il en ricanant. « Petit salon. Non, n'avons point de petit salon. Si notre compagnie ne voulait point, il y a celle du maître. Et si ce que vous n'aimez point celle du maître, il y a la nôtre. » Alors je vais monter. Montrez-moi une chambre. Je mis mon assiette sur un plateau et allai moi-même chercher encore un peu de lait. Le vieux drôle se leva en grognant beaucoup et me précéda dans l'escalier. Nous montâmes jusqu'au grenier. Il ouvrit une porte de temps à autre et regardait dans les pièces devant lesquelles nous passions. « Voilà une chambre ?» dit-il enfin, en faisant tourner sur ses gonds une planche branlante. « Elle est ben assez bonne pour y manger un peu de porridge. Il y a un tas de grains dans le coin, là. Quand gentiment propre. Si vous avez peur de salir votre belle robe de soie, étendez-vous un mouchoir dessus. » La chambre était une espèce de débarras qui empoisonnait le malt et le grain. Différents sacs pleins de ces denrées étaient empilés tout autour, laissant un large espace au milieu. « Voyons, » m'écriai-je en le regardant d'un air furieux, « ce n'est pas là un endroit pour passer la nuit. Je désire voir ma chambre à coucher. »« Chambre à coucher » dit-il sur un ton moqueur. « Vous avez toutes les chambres à coucher qu'il y a ici ? Voilà la mienne. » Et il me désigna un second galetas qui ne différait du premier que parce que les murs y étaient plus nus et qu'il s'y trouva un grand lit bas, sans rideau, avec un couvre-pied indigo à un bout. « Qu'ai-je à faire de la vôtre ?» répliquai-je. « Je suppose que M. Heathcliff ne loge pas sous les toits, n'est-ce pas ?»« Oh, c'est la chambre de M. Heathcliff que vous diriez, » s'écria-t-il comme s'il faisait une découverte. « Vous pouviez donc point le dire tout droit ? Je vous aurais expliqué, sans me donner tant de peine, que c'était justement la seule que vous ne puissiez pas voir. Il a toujours fermé à clé, et personne n'y entre jamais que lui. Voilà une jolie maison, Joseph, ne pus-je m'empêcher d'observer, et d'agréables habitants. Je crois que l'essence concentrée de toute la folie qu'il y a dans ce monde s'est logée dans ma cervelle le jour que j'ai lié mon sort au leur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la question pour le moment. Il y a d'autres chambres. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous et laissez-moi m'installer quelque part. » Il ne répondit pas à cette adjuration. Il se borna à redescendre péniblement, et d'un air bourru les degrés de bois, et à s'arrêter devant une pièce qu'à la qualité supérieure de son ameublement, je jugeais devoir être la meilleure de la maison. Il y avait un tapis, un bon tapis, mais le dessin en était caché sous une couche de poussière. Une cheminée tendue de papier tailladé qui tombait en lambeaux. Un beau lit de chêne avec de grands rideaux rouges d'une étoffe d'un certain prix, de fabrication moderne, mais qui avait manifestement été mise à rude épreuve. Les bancs de duo, arrachés de leurs anneaux, pendaient en festonnant, et la tige de fer
qui les supportait était courbé en arc d'un côté, laissant la draperie traîner sur le plancher. Les chaises, aussi, étaient endommagées, beaucoup d'entre elles, sérieusement. De profondes entailles dégradaient les panneaux des murs. J'essayais de me décider à entrer dans cette pièce et à en prendre possession, quand mon imbécile de guide annonça « C'est ici la chambre du maître ». Pendant ce temps, mon souper était refroidi, mon appétit enfui et ma patience épuisée. J'insistais pour avoir sur le champ un lieu de refuge et les moyens de me reposer. « Mais où diable ?» commença le religieux vieillard. « Le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous pardonne. Où diable, c'est y que vous vouliez aller? Vous êtes lassante à la fin des fins. Vous avez tout vu, excepté le bout de chambre d'Ayrton. Il n'y en a plus d'autres dans la maison. » J'étais si irritée que je lançai à terre mon plateau avec tout ce qui était dessus. Puis, je m'assis sur le haut de l'escalier, me cacha le visage dans les mains et pleura. « Oh !» s'écria Joseph. « Ben fait Mamselle Cathy. Hein ben. Le maître il va trébucher dans cette vaisselle cassée, et alors nous entendrons quelque chose, hein. Nous verrons ce qui se passera. Que stupide folie. Vous méritez d'être en pénitence jusqu'à Noël, pour jeter ainsi au pied le précieux don de Dieu dans vos rages insensées. Mais je me trompe sans point fort, hein. Vous montrerez point cette énergie à longtemps. Pensez-vous qu'Heathcliff va supporter ces jolies manières? Je voudrais qu'il vous y prenne à ce petit jeu-là. Oh, je voudrions. Là-dessus, il redescendit de sa tanière en grognant et en emporta la chandelle avec lui. Je restai dans l'obscurité. La réflexion qui succéda à ma sotte action me força de reconnaître la nécessité de faire taire mon orgueil, d'étouffer ma colère et de me hâter d'en faire disparaître les traces. Une aide inattendue se présenta tout à coup sous forme de trotteleur, que je reconnus maintenant pour le fils de notre vieux skulker. Il avait passé ses premiers mois à la grange et avait été donné par mon père à M. Hindley. Je crois qu'il me reconnut assez. Il frotta son nez contre le mien en manière de salut, puis se hâta de dévorer le porridge, pendant que je tâtonnais de marche en marche, ramassant les débris de faïence et essuyant les éclaboussures de lait sur les rampes avec mon mouchoir. Nos travaux étaient à peine terminés que j'entendis le pas d'Earnshaw dans le corridor. Mon aide baissa la queue et se colla contre le mur. Je me glissai dans l'encoignure de la porte la plus proche. Les efforts du chien pour éviter son maître n'eurent pas de succès. Comme me l'apprirent, un bruit de pas précipité et un hurlement prolongé et pitoyable. J'eus plus de chance, il passa, entra dans sa chambre et ferma la porte. Aussitôt après, Joseph monta avec Ayrton pour le mettre au lit. J'avais trouvé un refuge dans la chambre de Ayrton et le vieillard, en me voyant, dit « Il y a de la place pour vous et votre orgueil à présent, que je pensionne dans la salle. Elle est vide, vous pouvez la voir tout entière à vous, et à celui qui est toujours là en tierce, et en ban mauvaise compagnie. » Je profitai avec empressement de la vie, et à l'instant même où je me tenais sur une chaise près du feu, ma tête s'inclina et je m'endormis. Mon sommeil fut profond et doux, mais il prit fin beaucoup trop tôt. M. Heathcliff me réveilla. Il venait de rentrer et me demanda de sa manière charmante ce que je faisais là. Je lui expliquai que, si j'étais encore debout si tard, c'est qu'il avait la clé de notre chambre dans sa poche. L'adjectif « notre » l'offensa mortellement. Il jura que sa chambre n'était pas et ne serait jamais la mienne, et qu'il... Mais je ne veux pas reproduire son langage, ni décrire sa conduite habituelle. Il est ingénieux et inlassable quand il s'agit de s'attirer mon horreur. L'étonnement qu'il me cause parfois est tel que ma frayeur en est étouffée. Pourtant, je vous assure, un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait m'inspirer une terreur égale à celle qu'il fait naître en moi. Il me mit au courant de la maladie de Catherine, accusa mon frère d'en être cause et me promit qu'il me ferait souffrir à la place d'Edgar, jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui. Je le hais. Je suis bien misérable, j'ai été folle. Gardez-vous de souffler mot de tout cela à la grange. Je vous attendrai chaque jour. Ne trompez pas mon attente. Isabelle. Dès que j'eus fini de lire cette lettre, j'allai trouver le maître. Je lui annonçai que sa sœur était arrivée à Hurlevent, qu'elle m'avait écrite pour me faire part du chagrin qui lui causait l'état de Madame Linton et de son ardent désir de le voir. J'ajoutai qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussitôt que possible un gage de pardon par mon entremise. « De pardon ?» dit Linton. « Je n'ai rien à lui pardonner, Hélène. Vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi, si vous voulez, et lui dire que je ne suis pas irritée mais affligée de l'avoir perdue, d'autant plus que je ne puis croire qu'elle soit jamais heureuse. Il ne saurait cependant être question pour moi d'aller la voir. Nous sommes séparés pour toujours. Si elle veut réellement m'obliger, qu'elle persuade le coquin qu'elle a épousé de quitter le pays. » « Et vous ne lui écrirez pas un petit mot, monsieur ?» demandai-je d'un ton suppliant. « Non, c'est inutile. Mes rapports avec la famille de Heathcliff seront aussi rares que les siens avec la mienne.
Ils n'existeront pas. La froideur de M. Edgar me découragea extrêmement. Pendant tout le trajet à partir de la grange, je me creusais la cervelle pour trouver le moyen de donner un peu plus de cordialité à ses paroles, quand je les répéterais, et d'adoucir le refus qu'il avait opposé à ma demande de quelques simples lignes pour consoler Isabelle. Je crois bien qu'elle me guettait depuis le matin. Je la vis qui regardait derrière la fenêtre, comme je montais la chaussée du jardin, et je lui fis signe, mais elle recula, comme si elle craignait d'être observée. J'entrai sans frapper. On ne peut imaginer de spectacle plus triste, plus lugubre que celui que présentait cette salle autrefois si gaie. Je dois avouer que, si j'eusse été à la place de la jeune femme, j'aurais au moins balayé le foyer et essuyé les tables avec un torchon. Mais elle était déjà gagnée par l'esprit d'incurie qui l'environnait. Sa jolie figure était pâle et indolente, ses cheveux n'étaient pas bouclés, quelques mèches pendaient lamentablement. D'autres étaient roulés sans soin sur sa tête. Elle ne s'était probablement pas déshabillée depuis la veille au soir. Hindley n'était pas là. M. Heathcliff était assis à une table, en train de feuilleter quelques papiers dans son portefeuille, mais il se leva quand j'entrai, me demanda très amicalement comment j'allais et m'offrit une chaise. Au milieu de tout ce qu'il y avait là, lui seul avait l'air décent. Je trouvais qu'il n'avait jamais eu meilleure apparence. Les circonstances avaient tellement modifié leurs positions respectives qu'un étranger l'aurait certainement pris pour un gentleman de naissance et d'éducation, et sa femme pour une parfaite petite souillon. Elle s'avança vivement à ma rencontre et tendit la main pour recevoir la lettre qu'elle attendait. Je secouai la tête. Elle ne voulut pas comprendre mon geste, me suivit près d'un buffet où j'allais déposer mon chapeau et me sollicita à voix basse de lui remettre sur le champ ce que j'avais apporté. Heathcliff devina le sens de sa manœuvre et dit « Si vous avez quelque chose pour Isabelle, comme je n'en doute pas, Nelly, donnez-le lui. Ce n'est pas la peine d'en faire un secret. Nous n'avons pas de secret entre nous. » « Oh, je n'ai rien, » répondis-je, pensant qu'il valait mieux dire la vérité sans tarder. Mon maître m'a chargé de dire à sa sœur qu'elle ne doit attendre ni lettre, ni visite de lui pour le moment. Il vous envoie ses souvenirs affectueux, madame, ses souhaits pour votre bonheur et son pardon pour le chagrin que vous lui avez causé. Mais il pense que dorénavant, sa maison et cette maison-ci doivent suspendre tout rapport, vu qu'il n'en saurait sortir rien de bon. Les lèvres de madame Heathcliff frémirent légèrement, et elle retourna prendre sa place près de la fenêtre. Son mari resta debout devant la cheminée, près de moi, et se mit à me faire des questions au sujet de Catherine. Je lui donnai sur sa maladie les détails que je jugeais convenables, et il parvint, par un nouvel interrogatoire, à me faire raconter la plupart des faits liés à l'origine de cette maladie. Je blâmais Catherine, à juste titre, de l'avoir elle-même provoquée. Je conclus en exprimant l'espoir qu'il suivrait l'exemple de M. Linton et s'abstiendrait à l'avenir de toute relation avec la famille de celui-ci, que ses intentions fussent bonnes ou non. « Madame Linton est à peine convalescente, » dis-je. « Elle ne sera jamais ce qu'elle était auparavant. Mais sa vie est sauve. Si réellement vous lui portez intérêt, vous éviterez de vous trouver encore sur son chemin. Bien mieux, vous quitterez définitivement le pays. Et afin que vous ne puissiez avoir aucun regret, je vous dirai que Catherine Linton est aussi différente maintenant de votre ancienne amie, Catherine Earnshaw, que cette jeune dame est différente de moi. Son aspect est particulièrement changé, son caractère encore bien plus. Celui que la nécessité oblige d'être son compagnon n'aura désormais pour soutenir son affection que le souvenir de celle qu'elle était autrefois, la simple humanité et le sentiment du devoir. « C'est bien possible, » observa Heathcliff en se forçant de paraître calme. « Il est bien possible que votre maître ne puisse s'appuyer sur rien d'autre que la simple humanité et le sentiment du devoir. Mais vous figurez-vous que je vais abandonner Catherine à son devoir et à son humanité? Pouvez-vous comparer mes sentiments pour Catherine aux siens? Je veux qu'avant de quitter cette maison, vous me promettiez de m'obtenir une entrevue avec elle. Consentez ou refusez, je veux la voir. Que dites-vous? Je dis, monsieur Heathcliff, qu'il ne faut pas que vous la voyiez, et vous ne la verrez jamais par mon entremise. Une autre rencontre entre vous et mon maître achèverait de la tuer. Avec votre aide, cette rencontre pourrait être évitée, et si un pareil événement devait créer un danger, si Linton était la cause d'un seul trouble de plus dans l'existence de Catherine, eh bien, je crois que je serais fondée à me porter aux extrêmes. Je voudrais que vous fussiez aussi sincère pour me dire si Catherine souffrirait beaucoup de le perdre. C'est cette crainte qui me retient. Et ici, vous voyez la différence de nos sentiments. S'il eût été à ma place et moi à la sienne, bien que je le haïsse d'une haine
qui a empoisonné ma vie, je n'aurais jamais levé la main sur lui. Ayez l'air incrédule tant qu'il vous plaira. Je ne lui aurais jamais banni de la société de Catherine tant qu'elle aurait désiré la sienne. Dès le moment qu'elle aurait cessé de lui porter intérêt, je lui aurais arraché le cœur et j'aurais bu son sang. Mais jusque-là, si vous ne me croyez pas, vous ne me connaissez pas. Jusque-là, je serais mort à petit feu avant de toucher à un seul cheveu de sa tête. Et pourtant, vous n'avez pas scrupule de ruiner complètement tout espoir de complet rétablissement de ma maîtresse. En vous rappelant de force à son souvenir alors qu'elle vous a presque oublié, et en lui infligeant l'épreuve de nouvelles discordes et de nouvelles angoisses. Vous croyez qu'elle m'a presque oublié ? Oh, Nelly, vous savez qu'il n'en est rien. Vous savez tout comme moi que, pour chaque pensée qu'elle accorde à Linton, elle m'en accorde 1000. Dans la période la plus misérable de mon existence, j'ai eu cette crainte-là. J'en ai été poursuivie lors de mon retour dans le pays l'été dernier, mais seule l'assurance qu'elle m'en donnerait elle-même pourrait me faire admettre maintenant cette horrible idée. Si c'était vrai, que m'importerait alors Linton, et Hindley, et tous les rêves que j'ai pu faire? De moi résumerait mon avenir, mort et enfer. L'existence après que j'aurais perdu Catherine serait pour moi l'enfer. Que j'ai été stupide de m'imaginer un moment qu'elle tenait à l'affection d'Edgar plus qu'à la mienne. Quand il aimerait de toutes ses forces de son être chétif, il n'arriverait pas à l'aimer en 80 ans, autant que moi en un jour, et le cœur de Catherine est aussi profond que le mien. L'auge que voilà aurait autant de peine à contenir la mère que Linton a accaparé toute l'affection de sa femme. Bah, il lui est à peine un peu plus cher que son chien ou son cheval. Il n'est pas au pouvoir de Linton d'être aimé comme moi. Comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas ? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que deux personnes peuvent l'être, s'écria Isabelle avec une vivacité soudaine. Nul n'a le droit de parler de la sorte et je ne laisserai pas calomnier mon frère sans protestation. Votre frère vous est extrêmement attaché, à vous aussi, n'est-ce pas ? Observa Heathcliff avec mépris. Il vous envoie promener avec un empressement remarquable. Il ignore ce que je souffre, répliqua-t-elle. Je ne lui ai pas dit cela. Vous lui avez donc dit quelque chose. Vous lui avez écrit, n'est-ce pas ? Pour lui dire que j'étais mariée, oui, je lui ai écrit, vous avez vu la lettre. Et rien d'autre depuis ? Non. Le changement de condition me paraît avoir profondément éprouvé ma jeune dame, remarquai-je. L'affection de quelqu'un lui fait évidemment défaut. De qui je peux le deviner ? Mais il vaut peut-être mieux que je ne le dise pas. Je devine, moi, que c'est la sienne propre, reprit Heathcliff. Elle devient une vraie souillon. Elle s'est lassée avec une rapidité surprenante de chercher à me plaire. Vous ne le croiriez pas, mais le lendemain même de notre mariage, elle pleurait pour retourner chez elle. Après tout, si elle n'est pas très bien tenue, elle n'en sera que mieux à sa place dans cette maison, et je prendrai garde qu'elle ne me fasse pas honte en rôdant au dehors. Mais monsieur, j'espère que vous n'oubliez pas que madame Heathcliff est habituée à être soignée et servie, et qu'elle a été élevée comme une fille unique, auprès de qui tout le monde s'empressait. Il faut que vous lui permettiez d'avoir une femme de chambre pour tenir tout propre autour d'elle. Il faut que vous la traitiez avec bonté. Quoi que vous pensiez de M. Edgar, vous ne pouvez douter qu'elle, du moins, ne soit capable d'un attachement profond, car autrement elle n'aurait pas abandonné les élégances, les commodités et les amis de son ancienne demeure pour consentir à s'établir avec vous dans un désert comme celui-ci. Elle a abandonné tout cela sous l'empire d'une illusion, répondit-il. Elle a vu en moi un héros de roman et a attendu de ma chevaleresque dévotion une indulgence illimitée. C'est à peine si je puis la regarder comme une créature dotée de raison, après l'obstination qu'elle a mise à se forger de moi une idée fabuleuse et à agir d'après les fausses impressions qu'elle se plaisait à entretenir. Je crois qu'elle commence à enfin me connaître. Je ne vois plus les sourires niais et les grimaces qui m'agaçaient au début, ni cette incroyable incapacité de s'apercevoir que j'étais sérieux quand je lui donnais mon opinion sur elle et sur son égarement. Il eût fallu un merveilleux effort de perspicacité pour découvrir que je ne l'aimais pas. J'ai cru à un moment que rien ne pourrait lui faire entrer cela dans la tête. Et encore, n'en est-elle pas bien persuadée, car ce matin elle m'a annoncé, comme une nouvelle extraordinaire, que j'étais réellement parvenue à me faire haïr d'elle. Un travail d'Hercule, je vous assure. Si je suis arrivée, j'ai lieu de lui adresser des remerciements. Puis-je me fier à votre aversion, Isabelle ? Êtes-vous sûre que vous m'haïssiez ? Si je vous laissais seule pendant une de mes journées, ne vous verrais-je pas revenir à moi avec des soupirs, des cajoleries ? Je gage
qu'elle aurait préféré que devant vous, j'eusse affecté la tendresse, sa vanité, et blessée de voir la vérité dévoilée. Mais peu m'importe qu'on sache que la passion était tout entière d'un seul côté. Là-dessus, je ne lui ai jamais fait de mensonge. Elle ne peut pas m'accuser d'avoir montré la moindre amabilité trompeuse. La première fois qu'elle m'a vu faire, en quittant la grange, a été de pendre sa petite chienne, et quand elle a intercédé en sa faveur, le premier mot que j'ai prononcé ont été pour exprimer le vœu que tous les êtres qui lui étaient attachés fussent pendus, sauf un. Peut-être a-t-elle pris l'exception pour elle-même. Je crois qu'elle en a l'admiration innée, à condition que sa précieuse personne soit à l'abri. Voyons, n'est-ce pas le comble de l'absurdité, de la stupidité, de la part de cette pitoyable, servile et basse créature que se figure que je pourrais l'aimer? Dites à votre maître, Nelly, que jamais de ma vie je n'ai rencontré d'être aussi abjecte qu'elle. Elle déshonore même le nom de Linton, et c'est parfois un pur manque d'invention qui m'a arrêté quand j'essayais de voir ce qu'elle pouvait supporter, tout en continuant à ramper avec une honteuse servilité. Mais dites-lui aussi, pour mettre à l'aise son cœur de frère et de magistrat, que je me tiens strictement dans les limites de la loi. J'ai évité jusqu'ici de lui donner le moindre droit à réclamer une séparation, et qui plus est, elle n'a besoin de personne pour se libérer. Si elle désirait s'en aller, elle le pourrait. L'ennui que me cause sa présence surpasse le plaisir que je puis trouver à la tourmenter. Monsieur Heathcliff, c'est le langage d'un aliéné. Votre femme, bien probablement, est convaincue que vous êtes fou. C'est pour cela qu'elle vous supporte jusqu'à présent. Mais puisque vous dites qu'elle peut partir, elle profitera sans doute de la permission. Vous n'êtes pas ensorcelée, madame, que de rester avec lui de plein gré. Prenez garde, Hélène, répondit Isabelle, les yeux brillants de fureur. On ne pouvait douter à la voir que son mari n'eût pleinement réussi à se faire détester. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit, c'est un démon qui ment, un monstre et non un être humain. Il m'a déjà déclaré que je pouvais m'en aller. J'ai essayé, mais je n'oserais recommencer. Seulement, Hélène, promettez-moi que vous ne rapporterez pas une syllabe de ces infâmes propos à mon frère ni à Catherine. Quoi qu'il prétende, il veut pousser Edgar au désespoir. Il dit qu'il m'a épousée pour avoir barre sur lui. Mais il n'y arrivera pas. Je mourrai plutôt. Je prie le ciel qu'il oublie sa diabolique prudence ou qu'il me tue. Le seul plaisir que je puisse concevoir est de mourir ou de le voir mort. Bien, cela suffit pour le moment, dit Heathcliff. Si vous êtes appelé devant une cour de justice, vous vous rappellerez ces paroles, Nelly. Et regardez-la bien, elle en est presque au point qui me conviendrait. Non, vous n'êtes pas en état de vous garder vous-même, Isabelle, et comme je suis votre protecteur légal, je suis obligé de vous conserver sous ma coupe, quelque désagréable que puisse être cette obligation. Montez, j'ai quelque chose à dire en particulier à Nelly. Par là, pas par là. Montez, vous dis-je. Allons, voilà le chemin, mon enfant. Il la saisit, la jeta hors de la pièce et revint en murmurant. Je suis sans pitié, je suis sans pitié. Plus les vers se tordent, plus grande est mon envie de leur écraser les entrailles. C'est comme une rage de dents morale, et je broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. Comprenez-vous ce que signifie le mot pitié ? Demandai-je en me hâtant de reprendre mon chapeau. En avez-vous jamais ressenti aucune trace dans votre vie ? Laissez cela, interrompit-il en voyant mes préparatifs de départ. Vous ne partez pas encore. Venez ici, Nelly. Il faut que, par persuasion ou par contrainte, vous m'aidiez à accomplir ma résolution de voir Catherine, et cela sans délai. Je jure que je ne médite rien de mal. Je ne désire causer aucun trouble, ni exaspérer ou insulter M. Linton. Je veux seulement savoir par elle-même comment elle va, pourquoi elle a été malade, et lui demander si je ne puis rien pour elle. La nuit dernière, j'ai passé 6 heures dans le jardin de la grange, et j'y retournerai ce soir, nuit et jour. Je rôderai autour de la maison, jusqu'à ce que je trouve une occasion pour entrer. Si je rencontre Edgar Linton, je n'hésiterai pas à l'abattre et à faire ce qu'il faudra pour m'assurer qu'il me laissera tranquille pendant que je serai là. Si ses domestiques me font obstacle, je m'en débarrasserai en les menaçant de ses pistolets. Mais ne vaudrait-il pas mieux prévenir la rencontre avec eux ou avec leur maître ? Cela vous serait bien facile. Je vous avertirai de ma venue, vous pourriez me faire entrer sans qu'on me vît, dès qu'elle sera seule, et monter la garde jusqu'à mon départ, la conscience parfaitement en paix, vous empêcherez un malheur. Je protestais contre l'idée de jouer ce rôle de traître dans la maison de celui qui m'employait. De plus, j'insistais sur la cruauté et l'égoïsme qu'il y aurait de sa part à troubler,
pour sa satisfaction, la tranquillité de Madame Linton. « Le moindre incident l'agite terriblement, lui dis-je. Elle est tout en nerfs et elle ne pourrait pas supporter cette surprise, je vous assure. Ne persistez pas, monsieur, ou je serai obligé d'informer mon maître de vos desseins. Il prendra des mesures pour préserver sa maison et ceux qui l'habitent d'intrusions aussi injustifiables. En ce cas, je prendrai des mesures pour m'assurer de vous, femme, s'écria Heathcliff. Vous ne quitterez pas Hurlevent avant demain matin. C'est un conte absurde de prétendre que Catherine ne pourrait supporter ma vue. Et quant à la surprendre, je ne le désire pas. Il faut que vous la prépariez. Demandez-lui si je puis venir. Vous dites qu'elle ne prononce jamais mon nom et qu'on ne le prononce jamais devant elle. À qui parlerait-elle de moi, si je suis un sujet de conversation interdite dans la maison? Elle vous regarde tous comme des espions pour le compte de son mari. Oh, je suis sûre qu'elle est en enfer au milieu de vous. Aussi clairement que n'importe quelle manifestation, son silence me révèle tout ce qu'elle ressent. Vous dites qu'elle est souvent inquiète et qu'elle a l'air troublée. Est-ce là une preuve de tranquillité? Vous dites que son esprit est dérangé. Comment diable pourrait-il en être autrement dans son isolement terrible? Et cet être insipide et mesquin qui la soigne par devoir et par humanité, par pitié et par charité. Il ferait aussi bien de planter un chêne dans un pot à fleurs et de s'attendre à le voir grandir, que de se figurer qu'il pourrait rendre la santé par l'effet de ses misérables soins. Réglons les choses sur le champ. Voulez-vous rester ici, ou dois-je me frayer le chemin jusqu'à Catherine aux dépens des Linton et de son valet? Ou voulez-vous être une amie comme vous l'avez été jusqu'à présent, et faire ce que je vous demande? Décidez-vous, car je n'ai pas de raison de m'attarder une minute de plus si vous persistez dans votre mauvais vouloir obstiné. Eh bien, monsieur Lockwood, je discutais, je protestais, et 50 fois je lui refusais carrément, mais à la longue, il m'arracha un compromis. Je m'engageais à porter à ma maîtresse une lettre de lui, et si elle y consentait, je promis de l'avertir de la prochaine absence de Linton. Il pourrait alors venir et s'arrangerait comme il voudrait pour entrer. Je ne serais pas là, les autres domestiques non plus. Était-ce bien ou mal? Je crains que ce n'ait été mal, quoique cela présentait des avantages. Je pensais, en cédant, prévenir une nouvelle explosion, et je pensais aussi qu'il en pourrait résulter de la maladie mentale de Catherine une crise favorable. Puis je me rappelais les sévères remontrances de M. Edgar, parce que je lui avais rapporté des histoires. Enfin, j'essayai d'apaiser mes scrupules en affirmant à plusieurs reprises que cet abus de confiance, si cela méritait une si dure qualification, serait le dernier. Néanmoins, mon trajet fut plus triste au retour qu'il n'avait été à l'aller, et j'eus bien des hésitations avant d'arriver à prendre sur moi de mettre la lettre entre les mains de Madame Linton. Mais voici Kenneth, je vais descendre et lui dire comment vous allez mieux. Mon histoire est aussi longue qu'un jour sans pain, et elle servira à tuer une autre matinée. Aussi longue qu'un jour sans pain, et aussi sinistre, pensai-je, pendant que la brave femme descendit pour recevoir le docteur, et pas exactement de la sorte que je l'aurais choisi pour me recréer. Mais peu m'importe. Des herbes amères de Madame Dean, j'extrairai des médecines bienfaisantes, et d'abord, méfions-nous de la fascination qui se dissimule dans les yeux brillants de Catherine Heathcliff. Je serais dans un étrange embarras si je laissais prendre mon cœur par cette personne et si la fille se trouvait être une seconde édition de la mère. Chapitre 15. Encore une semaine passée, chaque jour qui s'écoule me rapproche de la santé et du printemps. J'ai maintenant entendu l'histoire de mon voisin, en plusieurs séances, selon les loisirs que pouvait trouver ma femme de charge, au milieu d'occupations plus importantes. Je vais poursuivre son récit en empruntant ses propres termes, un peu condensés seulement. Elle est, en somme, très bonne conteuse, et je ne crois pas que je pourrais améliorer son style. Le soir même de ma visite à Hurlevent, continua-t-elle, je fus certaine, comme si je l'avais vu, que M. Heathcliff rôdait aux alentours de la maison. J'évitais d'aller dehors, parce que j'avais toujours sa lettre dans ma poche, et que je n'avais pas envie d'être encore menacée ou tracassée. J'avais pris la décision de ne pas la remettre à Catherine avant que mon maître fût sorti, car je ne pouvais prévoir comment elle en serait affectée. Il en résulta qu'elle ne l'eut qu'au bout de 3 jours. Le 4e jour était un dimanche, et je lui apportai la lettre dans sa chambre quand tout le monde fut parti pour l'église. Un seul domestique restait avec moi pour garder la maison, et nous avions l'habitude de fermer les portes pendant la durée du service. Mais ce jour-là, le temps était si doux et si agréable que je les ouvris toutes grandes, et pour tenir mon engagement, comme je savais qu'il allait venir, je dis à mon compagnon que notre maîtresse
avait bien envie d'avoir des oranges et qu'il fallait courir au village, en chercher quelques-unes qu'on payerait le lendemain. Il partit et je montai. Madame Linton était assise, comme à l'accoutumée, dans l'encoignure de la fenêtre ouverte, vêtue d'une robe blanche flottante, un léger châle sur les épaules. Sa longue et épaisse chevelure avait été en partie coupée au début de sa maladie, et elle la portait à présent relevée en simples tresses sur le front et sur la nuque. Elle était très changée, comme je l'avais dit à Heathcliff, mais quand elle était calme, ce changement donnait à sa beauté une apparence surnaturelle. L'éclat de ses yeux avait fait place à une douceur rêveuse et mélancolique. Il ne semblait plus s'attacher aux objets qui l'environnaient, et il paraissait toujours fixé loin, très loin, au-delà de ce monde, on aurait dit. Puis la pâleur de son visage, dont l'aspect hagard avait disparu quand elle avait repris des chairs, et l'expression particulière que lui donnait son état mental, tout en rappelant douloureusement ce qui en était cause, ajoutaient au touchant intérêt qu'elle éveillait. Ces signes contredisaient pour moi, certainement, et pour tous ceux qui la voyaient, je pense, les preuves plus palpables de sa convalescence, et lui imprimaient la marque d'un dépérissement fatal. Un livre était ouvert devant elle, sur le rebord de la fenêtre, et par moments, une brise à peine perceptible en agitait les feuillets. Je pensais que c'était Linton qui l'avait posé là, car jamais elle ne cherchait de divertissement dans la lecture, non plus que dans aucune autre occupation, et il arrivait à son mari de passer des heures à essayer d'attirer son attention sur quelques sujets qui, autrefois, avaient été une de ses distractions. Elle comprenait son dessein, et quand elle était dans ses meilleures humeurs, supportait paisiblement ses efforts. Seulement, elle laissait paraître leur inutilité en réprimant de temps à autre un soupir de lassitude, et elle finissait par l'arrêter avec le plus triste des sourires et des baisers. D'autres fois, elle se détournait brusquement, se cachait la figure dans les mains, ou même elle le repoussait avec colère. Alors il avait soin de la laisser seule, car il était certain de ne lui faire aucun bien. Les cloches de la chapelle de Gimmerton retentissaient encore, et le bruit du ruisseau qui coulait moelleusement à plein bord dans la vallée venait caresser l'oreiller et remplacer agréablement le murmure encore absent du feuillage estival qui, autour de la grange, étouffe la musique de l'eau quand les arbres ont revêtu leur parure. À Hurlevent, on entendait toujours cette musique dans les jours calmes qui suivaient un grand dégel ou une période de pluie continue. Et c'est à Hurlevent que Catherine pensait en écoutant, si tant est qu'elle pensât ou qu'elle écoutât, car elle avait ce vague et lointain regard dont j'ai déjà parlé, qui n'exprimait aucune perception de choses matérielles, ni par l'oreille, ni par les yeux. « Voici une lettre pour vous, Madame Linton, » dis-je, en lui plaçant doucement la lettre dans la main, qui était appuyée sur son genou. « Il faut la lire tout à l'heure, car elle demande une réponse. Dois-je rompre le cachet ?»« Oui, » répondit-elle sans détourner les yeux. Je l'ouvris. C'était un très court billet. « Maintenant, continuai-je, lisez. » Elle retira la main et laissa tomber le papier. Je le replaça sur ses genoux et attendis qu'il lui plût d'y jeter les yeux. Mais à la fin, comme elle ne bougeait pas, je repris. « Dois-je les lire moi-même, madame ? C'est de monsieur Heathcliff. » Elle tressaillit. Il semblait que la mémoire lui vint confusément et qu'elle luttât pour ressaisir ses idées. Elle souleva la lettre et parut la parcourir. Quand elle arriva à la signature, elle soupira. Pourtant, je vis qu'elle n'en avait pas saisi le sens, car, lorsque je manifestai le désir d'en connaître sa réponse, elle me montra simplement du doigt le nom et tourna vers moi des yeux ardents, désolés et interrogateurs. « Eh bien, il voudrait vous voir, » dis-je, devinant qu'elle avait besoin d'un interprète. « Il est dans le jardin en ce moment, impatient de savoir quelle réponse je lui apporterai. » Tout en parlant, j'observai un grand chien couché au soleil sur l'herbe. L'animal dressa les oreilles comme s'il allait aboyer, puis les laissa retomber et indiqua en remuant la queue l'approche de quelqu'un qu'il ne considérait pas comme un étranger. Madame Linton se pencha et écouta en retenant sa respiration. 1 minute après, un pas traversa le vestibule. La maison ouverte était pour Heathcliff une tentation trop forte pour qu'il y résistât. Vraisemblablement, il avait supposé que j'étais tentée d'éluder ma promesse et s'était résolu à se fier à son audace. Le regard de Catherine était ardemment tendu vers l'entrée de la chambre. Comme il ne trouvait pas aussitôt la pièce où nous nous tenions, elle me fit signe de le faire entrer.
mais avant que j'eusse gagné la porte, il franchit le seuil. En une ou deux enjambées, il était près d'elle et la tenait dans ses bras. Elle ne dit rien et ne relâcha pas son étreinte durant près de 5 minutes. Pendant ce temps, il lui prodigua plus de baisers qu'il n'en avait donné de toute sa vie, je crois bien. Mais c'était ma maîtresse qui lui avait donné le premier, et je vis clairement qu'une véritable angoisse l'empêchait presque de la regarder en face. Dès l'instant qu'il l'avait aperçue, il avait été saisi, comme je l'étais moi-même, de la conviction qu'il n'y avait plus pour elle d'espoir de jamais se rétablir, que sûrement elle était condamnée. Oh Cathy, oh ma vie, comment pourrais-je supporter cette épreuve ? Tels furent ses premiers mots, prononcés sur un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis, il la regarda avec une ardeur telle que je crus que l'intensité même de ce regard amènerait des larmes dans ses yeux, mais il brûlait d'angoisse et restait sec. « Et quoi ?» dit Catherine en retombant dans son fauteuil, en lui opposant tout à coup un front assombri. Son humeur tournait au vent de ses caprices constamment changeants. « Edgar et vous m'avez brisé le cœur, Heathcliff, et tous les deux, vous venez vous lamenter auprès de moi, comme si c'était vous qui étiez à plaindre. Je ne vous plaindrai pas, certes non, vous m'avez tué. Et cela vous a réussi, il me semble. Que vous êtes robuste. Combien d'années comptez-vous vivre encore après que je serai partie ?» Heathcliff avait mis un genou à terre pour l'embrasser. Il voulut se lever, mais elle le saisit par les cheveux et le maintint. « Je voudrais pouvoir vous retenir, » continua-t-elle avec amertume, « jusqu'à ce que nous soyons morts tous les deux. Que m'importerait ce que vous souffririez ? Vos souffrances me sont indifférentes. Pourquoi ne souffrirez-vous pas ? Je souffre bien, moi. Oublierez-vous ? Serez-vous heureux quand je serai sous terre ? Direz-vous, dans 20 ans d'ici, voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée, il y a longtemps, et j'ai été bien misérable quand je l'ai perdue. Mais c'est fini. J'en ai aimé bien d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elles ne m'étaient chères, et quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d'aller la retrouver, et je m'affligerai de les quitter. Est-ce là ce que vous diriez, Heathcliff ? Ne me torturez pas pour me rendre aussi insensé que vous, s'écria-t-il en dégageant sa tête et en grinçant des dents. Ces deux êtres, pour un spectateur de sang-froid, formaient un tableau étrange et terrible. Catherine avait vraiment sujet de croire que le ciel serait pour elle un lieu d'exil si, avec sa dépouille mortelle, elle ne perdrait aussitôt son caractère moral. Son visage blanc reflétait une rancune furieuse. Ses yeux, ses lèvres étaient exsangues et son œil scintillant. Elle gardait dans ses doigts crispés quelques mèches des cheveux qu'elle avait tenus. Quant à son compagnon, en s'étendant d'une main pour se relever, il lui avait de l'autre pris le bras, et la douceur dont il disposait était si peu proportionnée à ce qu'exigeait l'état de Catherine que, quand il la lâcha, je vis 4 marques bleues très distinctes sur sa peau décolorée. « Êtes-vous possédée du démon ?» poursuivit-il avec sauvagerie, « pour me parler ainsi quand vous êtes mourante ? Songez-vous que toutes ces paroles resteront imprégnées en lettres de feu dans ma mémoire et me rongeront éternellement quand vous m'aurez quittée ? Vous savez que vous mentez quand vous dites que je vous ai tué. Et Catherine, vous savez que j'oublierai mon existence avant de vous oublier. Ne suffit-il pas à votre infernal égoïsme que je me torde dans les tourments de l'enfer quand vous reposerez en paix ? Je ne reposerai pas en paix, dit Catherine, rappelée au sentiment de sa faiblesse physique par les sursauts violents et irréguliers de son cœur qu'on voyait et qu'on entendait battre sous l'influence de son agitation extrême. Elle n'ajouta rien jusqu'à ce que la crise fût passée. Puis, elle poursuivit, plus doucement. « Je ne vous souhaite pas de tortures plus grandes que les miennes, Heathcliff. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Si le souvenir de mes paroles devait vous désoler plus tard, pensez que sous terre, je ressentirai la même désolation. Et pour l'amour de moi, pardonnez-moi. Venez ici et agenouillez-vous encore. Vous ne m'avez jamais fait de mal de votre vie. Allons, allons, si vous me gardez rancune, ce sera un souvenir plus cruel que celui de mes paroles un peu dures. Ne voulez-vous pas revenir près de moi ? Venez. » Heathcliff s'approcha du dossier de son fauteuil et se pencha par-dessus, mais pas assez pour lui laisser voir son visage, qui était livide d'émotion. Elle se tourna pour le regarder. Il ne lui en laissa pas le temps. S'éloignant brusquement, il se dirigea vers la cheminée devant laquelle il resta debout, silencieux, et nous tournant le dos. Madame Linton le suivit d'un œil soupçonneux. «
Chacun de ces mouvements éveillait en elle un sentiment nouveau. Après l'avoir longtemps considéré, elle reprit, en s'adressant à moi avec un accent de désappointement indigné. « Oh, vous voyez, Nelly, il ne réfléchit pas un instant pour me préserver de la tombe. Voilà comment je suis aimée. Bah, qu'importe. Ce n'est pas là mon Heathcliff. Le mien, je l'aimerai malgré tout, et je l'emporterai avec moi. Il est dans mon âme. Et puis, ajouta-t-elle d'un air rêveur, ce qui me fait le plus souffrir, c'est cette prison délabrée après tout. Je suis lasse d'y être enfermée. Il me tarde de m'échapper dans ce monde glorieux et d'y demeurer toujours, de ne plus le voir vaguement à travers mes larmes, de ne plus soupirer après lui derrière les murailles d'un cœur endolori, mais d'être réellement avec lui et en lui. Nelly, vous croyez que vous êtes mieux portante et plus heureuse que moi, en pleine santé et en pleine vigueur? Vous me plaignez. Bientôt cela changera. Ce sera moi qui vous plaindrai. J'étais incomparablement au-delà et au-dessus de vous tous. Je suis surprise qu'il ne veut pas être près de moi. Elle continua en se parlant à soi-même. Je crois qu'il le désirait, Heathcliff. Ne soyez plus maussade. Venez près de moi, Heathcliff. Dans son ardeur, elle se leva et s'appuya sur le bras du fauteuil. À cet appel pressant, il se tourna vers elle, l'air absolument désespéré. Ses yeux, grands ouverts et humides, lançaient sur elle des éclairs farouches. Sa poitrine se soulevait convulsivement. Un instant, ils restèrent à distance, puis ils se rejoignirent. Je vis à peine comment, mais Catherine fit un bond. Il la saisit et la retint dans une étreinte dont je crus que ma maîtresse ne sortirait pas vivante. En fait, elle me parut aussitôt privée de sentiments. Il se jeta sur le siège le plus voisin. Comme je m'avançais vivement pour voir si elle était évanouie, il poussa un grognement, écuma comme un chien enragé et l'attira à lui avec une jalousie vorace. J'avais l'impression de n'être plus en compagnie d'une créature de la même espèce que moi. Il avait l'air de ne pas comprendre que je lui parlais. Aussi me tins-je à l'écart et gardai-je le silence en proie à une grande perplexité. Un mouvement que fit Catherine me rassura un peu. Elle leva la main pour enlacer le cou de Heathcliff, qui la tenait toujours, et rapprocher sa joue de la sienne. Lui, de son côté, la couvrant de caresses frénétiques, disait avec rage « Vous m'apprenez maintenant combien vous avez été cruelle et fausse. Pourquoi m'avez-vous méprisée? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tuée vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer, m'arracher des baisers et des pleurs. Ils vous dessécheront, ils vous damneront. Vous m'aimiez. Quel droit aviez-vous alors de me sacrifier? Quel droit? Répondez-moi. Aux pauvres caprices que vous avez ressentis pour Linton, alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pourrait nous infliger, ne nous eût séparés. Vous, de votre plein gré, vous l'avez fait. Je ne vous ai pas brisé le cœur, c'est vous-même qui l'avez brisé, et en le brisant, vous avez brisé le mien. Et c'est tant pis pour moi si je suis fort. Ai-je besoin de vivre? Quelle existence serait la mienne quand, ô Dieu, auriez-vous envie de vivre avec une âme dans la tombe? Laissez-moi, sanglotait Catherine. Si j'ai fait mal, j'en meurs. Cela suffit. Vous aussi, vous m'avez abandonnée. Mais je ne vous en ferai pas de reproches. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Il est difficile de pardonner en regardant ses yeux, en touchant ses mains décharnées. Embrassez-moi encore, et ne me laissez pas voir vos yeux. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. J'aime mon meurtrier, mais le vôtre, comment le pourrais-je? Ils se turent, leurs visages appuyés l'un contre l'autre et baignés dans leurs larmes confondues. Du moins, je suppose que tous deux pleuraient, car il me semblait que Heathcliff était capable de pleurer dans une grande occasion comme celle-là. Cependant, je commençais à me sentir fort mal à l'aise. L'après-midi s'avançait rapidement. L'homme que j'avais envoyé au village était revenu de sa course, et je pouvais distinguer sous l'éclat du soleil qui s'abaissait dans la vallée le gros de la foule qui sortait du porche de la chapelle de Gimmerton. « Le service est fini, annonçai-je. Mon maître sera ici dans une demi-heure. » Heathcliff poussa un juron et en serra plus étroitement Catherine, qui ne bougea pas. Bientôt, j'aperçus un groupe de domestiques passant sur la route et se dirigeant vers l'aile où était la cuisine. M. Linton n'était pas loin derrière. Il ouvrit la barrière lui-même et approcha lentement, s'attardant sans doute
à jouir de cette délicieuse fin de journée et de la brise aussi douce qu'une brise d'été. « Le voilà !» m'écriai-je. « Pour l'amour du ciel, partez vite! Vous ne rencontrerez personne dans le grand escalier. Hâtez-vous et restez cachés dans les arbres jusqu'à qu'il soit bien sûrement rentré. »« Il faut que je parte, Cathy, » dit Heathcliff en cherchant à se dégager des bras de ma maîtresse. « Mais si je vis, je vous reverrai avant que vous soyez endormi. Je ne m'éloignerai pas de votre fenêtre de plus de 5 mètres. »« Il ne faut pas que vous partiez, » répondit-elle, en le retenant aussi fermement que ses forces le lui permettaient. « Vous ne partirez pas, vous dis-je. Pour 1 heure, implora-t-il instantanément. « Pas pour 1 minute. »« Il le faut. Linton va être en haut dans le moment, » insista l'intrus alarmé. Il voulait se lever et se libérer des doigts qui s'accrochaient à lui. Elle tenait bon, allaitante. Une folle résolution était peinte sur son visage. « Non !» cria-t-elle. « Oh, ne partez pas, ne partez pas. C'est la dernière fois. Edgar ne nous fera rien. Heathcliff, je mourrai, je mourrai. »« Le diable emporte l'imbécile. Le voilà !» s'écria Heathcliff en retombant sur son siège. « Chut, chut. Catherine, je resterai. S'il me tua maintenant, j'expirerai avec une bénédiction sur les lèvres. » Ils étaient de nouveau embrassés. J'entendais mon maître qui montait l'escalier, une sueur froide coulait de mon front. J'étais frappée de terreur. « Allez-vous écouter ces divagations ?» demandai-je avec emportement. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Serez-vous cause de sa perte, parce qu'elle n'a pas la présence d'esprit de se sauver elle-même? Levez-vous. Vous pouvez recouvrer votre liberté sur le champ. Vous n'avez jamais rien fait d'aussi diabolique. Nous sommes tous perdus. Maître, maîtresse et servante. » Je me tordais les mains, je vociférais. Monsieur Linton hâta le pas en entendant le bruit. Au milieu de mon trouble, j'eus une vraie joie de voir que le bras de Catherine s'était relâché et que sa tête pendait sur son épaule. « Elle est évanouie ou morte, » pensai-je. « Tant mieux. Mieux vaut pour elle la mort que de languir comme un fardeau et une source de misère pour ceux qui l'entourent. » Edgar bondit vers son hôte inattendu, blême d'étonnement et de rage. Quelle était son intention? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, l'autre s'arrêta aussitôt toute démonstration de sa part en plaçant dans ses bras la forme, en apparence inanimée, de sa femme. « Regardez, dit-il, si vous n'êtes pas un démon, soignez-la d'abord. Vous me parlerez après. » Il passa dans le petit salon et s'assit. Monsieur Linton m'appela. Avec beaucoup de difficulté et après avoir eu recours aux moyens les plus variés, nous parvînmes à la faire revenir à elle. Mais elle était toute égarée. Elle soupirait, gémissait et ne reconnaissait personne. Edgar, dans son anxiété pour elle, oublia l'odieux ami de sa femme. Moi, je ne l'oubliais pas. À la première occasion, j'allais le supplier de partir, lui affirmant que Catherine était mieux et que je lui ferais savoir dans la matinée comment elle avait passé la nuit. « Je ne refuse pas de sortir de la maison, » répondit-il, « mais je resterai dans le jardin, et ayez soin, Nelly, de tenir votre promesse demain. Je serai sous ses mélèzes. N'oubliez pas, ou je renouvellerai ma visite, que Linton soit là ou non. » Il lança un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la chambre et, s'étant assuré que mes dires semblaient exacts, il délivra la maison de sa funeste présence. Chapitre 16. Cette nuit-là, vers minuit, naquit la Catherine que vous avez vue à Hurlevent, enfant chétive, venue à 7 mois. 2 heures après, la mère mourut, sans jamais avoir pris suffisamment connaissance pour s'apercevoir de l'absence de Heathcliff ou de la présence d'Edgar. Le désespoir de ce dernier est un sujet trop pénible pour que j'y insiste. Ses effets ultérieurs montrèrent combien ce coup l'avait atteint profondément. Sa douleur s'accrut encore, selon moi, du fait qu'il restait sans héritier. Je m'en affligeais quand je regardais la faible orpheline, et je reprochais en moi-même, au vieux Linton, ce qui n'était pourtant que l'effet d'une partialité bien naturelle, d'avoir en pareille occurrence assuré ses biens à sa fille, et non à la fille de son fils. Elle fut bien mal reçue, la pauvre petite. Elle aurait pu crier jusqu'à en perdre la vie, sans que personne s'en souciât, pendant ses premières heures après sa venue au monde. Nous rachetâmes cette négligence par la suite, mais les débuts dans son existence furent aussi privés d'affection qu'en sera probablement la fin. Le matin suivant, clair et gai au dehors, le jour se glissa tamisé à travers les jalouses de la chambre silencieuse.
parant la couche, et celle qu'il occupait, d'une lumière adoucie et délicate. Edgar Linton avait la tête appuyée sur l'oreiller et les yeux fermés. Les jeunes et belles lignes de son visage offraient l'aspect de la mort, presque autant que celle de la forme étendue près de lui. Et elles étaient presque aussi rigides. Mais son immobilité était celle de l'angoisse épuisée. L'immobilité de Catherine était celle de la paix parfaite, le front uni, les paupières closes, les lèvres sur lesquelles semblait voltiger un sourire, un ange céleste qui n'aurait pas pu être plus beau qu'elle. Je subissais l'influence du calme infini où elle reposait. Jamais je n'avais été dans une disposition d'esprit plus sainte qu'en ce moment. Devant cette paisible image de la paix divine, je répétais instinctivement les mots qu'elle avait prononcés quelques heures plus tôt. Incomparable au-delà et au-dessus de nous tous. Qu'elle soit encore sur terre ou déjà au ciel, son âme habite maintenant en Dieu. Je ne sais si c'est une disposition qui m'est particulière, mais il est rare que je ne me sente pas presque heureuse quand je veille dans une chambre mortuaire, pourvu qu'il n'y ait pour partager ce devoir avec moi personne qui gémisse ou se désespère. J'y vois un repos que ni la terre ni l'enfer ne peuvent troubler. J'y trouve l'assurance d'un au-delà sans bornes et sans ombre, l'éternité enfin conquise, où la vie est illimitée dans sa durée, l'amour dans son désintéressement, la joie dans sa plénitude. Je remarquai à cette occasion combien il y avait d'égoïsme même dans un amour comme celui de M. Linton, qui s'affligeait si vivement de la délivrance bénie de Catherine. Sans doute pouvait-on douter, après l'existence agitée et impatiente qu'elle avait menée, qu'elle eût mérité de trouver, enfin, le havre de la paix. On en pouvait douter dans les moments de froide réflexion, mais non pas alors, en présence de son cadavre, qui proclamait sa propre tranquillité et semblait ainsi donner l'assurance que l'âme qui avait habité là jouissait de la même quiétude. Croyez-vous que des personnes comme elle soient heureuses dans l'autre monde, monsieur ? Je donnerais beaucoup pour le savoir. J'éludai la réponse à la question de Madame Dean, qui me parut quelque peu hétérodoxe. Elle reprit. Si nous repassons l'existence de Catherine Linton, je crains que nous ne soyons pas fondés à le croire, mais nous la laisserons avec son créateur. Le maître paraissant endormi, je me hasardai peu après le lever du soleil à quitter la chambre et à me glisser dehors, à l'air pur et rafraîchissant. Les domestiques pensèrent que j'allais secouer l'engourdissement de ma veille prolongée. En réalité, mon principal motif était de voir M. Heathcliff. S'il était resté sous les mélèzes toute la nuit, il n'avait rien entendu de remue-ménage à la grange. À moins que, peut-être, il n'eût aperçu le galop du messager envoyé à Gimmerton. S'il s'était rapproché, il devait probablement avoir compris, aux lumières passant, rapidement çà et là, au bruit des portes ouvertes et renfermées, que tout n'était pas dans l'ordre à l'intérieur. Je souhaitais, et pourtant je redoutais de le rencontrer. Je sentais qu'il fallait que la terrible nouvelle lui fût annoncée, et j'avais hâte d'en avoir fini. Mais comment m'y prendre ? Voilà ce que je ne savais pas. Il était là, ou plutôt à quelques mètres plus loin dans le parc, appuyé contre un vieux frêne, nu-tête, les cheveux trempés par la rosée qui s'était amassée sur les branches bourgeonnantes et qui tombait en gouttelettes autour de lui. Il avait dû rester longtemps dans cette position, car je remarquai un couple de merles qui passaient et repassaient à 3 pieds de lui à peine, occupés à construire leur nid, sans lui prêter plus d'attention qu'à une pièce de bois. Ils s'enfuirent à mon approche, il leva les yeux et parla. « Elle est morte. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Enlevez ce mouchoir. Ne pleurnichez pas devant moi. Le diable vous emporte tous, elle n'a pas besoin de vos larmes. » Je pleurais sur lui autant que sur elle. Nous éprouvons parfois de la pitié pour des êtres qui ne connaissent ce sentiment ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Dès que j'avais regardé son visage, j'avais vu qu'il n'ignorait pas la catastrophe, comme ses lèvres remuaient et que ses yeux étaient abaissés vers le sol. L'idée folle m'était venue que son cœur était subjugué et qu'il priait. « Oui, elle est morte, » répondis-je en réprimant mes sanglots et en essuyant mes larmes. « Elle est allée, je l'espère, au ciel, où nous pourrons tous la rejoindre si nous sommes attentifs à quitter les mauvaises voies pour suivre les bonnes. » « Y a-t-elle donc été attentive, elle ?» demanda Heathcliff en s'efforçant de ricaner. « Est-elle morte comme une sainte ? Allons, faites-moi un fidèle rapport de l'événement. » « Comment ?» Il essaya de prononcer le nom, mais ne put y arriver. Les lèvres serrées, il luttait en silence contre l'angoisse qui l'étreignit et défiait en même temps ma sympathie d'un regard fixe et féroce. « Comment est-elle morte ?» reprit-il enfin,
contraint, en dépit de son stoïsme, de chercher un appui derrière lui, car après cet effort, il tremblait malgré lui jusqu'au bout des doigts. « Pauvre malheureux, pensai-je, tu as un cœur et des nerfs tout comme les hommes tes frères. Pourquoi vouloir les cacher? Ton orgueil ne peut aveugler Dieu. Tu l'incites à les torturer jusqu'à qu'il t'arrache un cri d'humilité. Aussi doucement qu'un agneau, répondis-je tout haut. Elle a poussé un soupir, elle s'est étirée comme un enfant qui reprend connaissance, puis qui retombe en s'endormant. 5 minutes après, j'ai senti un petit battement de son cœur, puis plus rien. Et a-t-elle prononcé mon nom? Demanda-t-il avec hésitation, comme s'il craignait que la réponse à cette question m'amenât des détails qu'il n'aurait pas la force d'entendre. Elle n'a pas une seule fois recouvré ses sens. Elle n'a reconnu personne depuis le moment que vous l'avez quittée. Elle repose avec un doux sourire sur les lèvres, et ses dernières pensées ont été un retour vers les jours heureux de jadis. Sa vie a pris fin dans un rêve paisible. Puisse son réveil dans l'autre monde être aussi agréable. Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments? Cria-t-il avec une véhémence terrible, frappant du pied et gémissant, en proie à une crise soudaine d'insurmontable passion. Elle aura donc menti jusqu'au bout. Où est-elle? Pas là, pas au ciel, pas anéantie. Où? Oh, tu disais que tu n'avais pas souci de mes souffrances. Et moi je fais une prière, je la répète jusqu'à ce que ma langue s'engourdisse. Catherine Earnshaw, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai? Tu dis que je t'ai tué. Hante-moi alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme, rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Il frappa de la tête contre le tronc noueux, puis, levant les yeux, se mit à hurler, non comme un homme, mais comme une bête sauvage frappée à mort de coups de couteau et d'épieux. J'aperçus plusieurs taches de sang sur l'écorce. Sa main et son front en étaient maculés. La scène, dont j'étais témoin, n'était sans doute que la répétition de scènes analogues qui avaient eu lieu pendant la nuit. Je ne puis dire que ma compassion en fût excitée, j'en fus plutôt épouvantée. Pourtant, j'hésitais à le quitter ainsi. Mais, à l'instant qu'il se ressaisit assez pour s'apercevoir que je l'observais, il m'ordonna d'une voix tonnante de partir. J'obéis. Il n'était pas en mon pouvoir de le calmer ni de le consoler. Les obsèques de Madame Linton avaient été fixées un vendredi qui suivit sa mort. Jusqu'à ce moment, son cercueil parsemé de fleurs et de feuilles odoriférantes resta ouvert dans le grand salon. Linton passa là les jours et la nuit, veilleur qui ne céda jamais au sommeil, et, circonstance ignorée de tous, sauf de moi, Heathcliff passa dehors les nuits au moins, sans s'accorder non plus aucun repos. Je n'eus pas de communication avec lui, mais je sentais qu'il avait dessein d'entrer, s'il pouvait. Le mardi, un peu après la tombée de la nuit, comme mon maître, accablé de fatigue, avait dû se retirer pour une couple d'heures, j'entrai et j'ouvris une des fenêtres. Touché de sa constance, je voulais lui donner une chance d'offrir à l'image flétrie de son idole un dernier adieu. Il ne manqua pas de profiter de l'occasion avec prudence et rapidité, assez prudemment pour ne pas révéler sa présence par le moindre bruit. Je n'aurais même jamais découvert qu'il était entré si je n'eusse remarqué la draperie dérangée autour du visage de la morte, et si je n'eusse aperçu sur le parquet une boucle de cheveux blonds attachée à un fil d'argent. À l'examen, je reconnus qu'elle venait d'un médaillon que Catherine portait au cou. Heathcliff avait ouvert le médaillon, jeté ce qu'il contenait et en avait mis à la place une boucle noire de ses cheveux à lui. J'enroulai les 2 boucles et les refermai ensemble. M. Earnshaw fut naturellement invité à accompagner à leur dernière demeure les restes de sa sœur. Il ne s'excusa pas et ne parut pas, de sorte que, en dehors du mari, le cortège se composait uniquement de fermiers et de domestiques. Isabelle n'avait pas été invitée. À la surprise des gens du village, Catherine ne fut inhumée ni dans la chapelle, sous le monument sculpté des Linton, ni en dehors près des tombeaux de sa famille. Sa fosse fut creusée sur un tertre verdoyant dans un coin du cimetière, à un endroit où le mur est si bas que la bruyère et les rêles de la lande ont fini par passer par-dessus, et qu'il est presque enfui sous une couche de terre tourbeuse. Son mari repose maintenant au même endroit. Chacun d'eux n'a, pour indiquer la place de sa tombe au-dessus de sa tête, qu'une simple pierre dressée. À ses pieds, qu'un bloc gris, tout uni.
Chapitre 17. Ce vendredi-là marqua pour un mois le dernier des beaux jours. Dans la soirée, le temps se gâta. Le vent passa du sud au nord-est, amenant d'abord la pluie, puis la grésille et la neige. Le lendemain, on avait peine à croire qu'il y avait eu 3 semaines de printemps. Les primes verts et les crocus étaient cachés sous la neige. Les alouettes se taisaient. Les jeunes pousses des arbres précoces étaient flétris et noircis. La journée se traînait lugubre, glaciale, sinistre. Mon maître ne sortit pas de sa chambre. Je pris possession du petit salon solitaire et le convertis en chambre d'enfant. Je restai là, avec cette petite poupée gémissante sur les genoux. Je la berçais, tout en regardant s'accumuler devant la fenêtre, sans rideau, les flocons qui tombaient toujours quand la porte s'ouvrit et quelqu'un entra, hors d'haleine et riant. Pendant 1 minute, ma colère fut plus grande que ma surprise. Je pensais que c'était une des bonnes et je m'écriai. « Finissez, comment osez-vous vous montrer aussi écervelé? Que dirait M. Linton s'il vous entendait ?»« Pardon ?» répondit une voix que je connaissais bien, mais je sais qu'Edgar est au lit et je ne peux pas m'arrêter. Et mon interlocutrice s'approcha du feu, allaitante, la main sur le côté. « J'ai couru tout le long du chemin depuis les hauts, reprit-elle après une pause. Excepté que j'ai volé. Je ne pourrais pas compter le nombre de chutes que j'ai faites. Oh, j'ai mal partout. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dès que j'en serai capable. Ayez seulement la bonté d'aller commander la voiture pour me conduire à Gimmerton et de dire à une des bonnes de prendre quelques vêtements dans ma garde-robe. » L'intruse était Madame Heathcliff. Elle était dans un état qui me semblait certes pas prêté au rire. Ses cheveux flottaient, épars sur ses épaules, dégoûtants de neige et d'eau. Elle portait son costume ordinaire de jeune fille qui convenait mieux à son âge qu'à sa position. Une robe verte avec des manches courtes, la tête et le cou nus. La robe était de soie légère et collée à son corps par l'humidité. Ses pieds n'étaient protégés que par de minces souliers d'intérieur. Ajoutez à cela une forte entaille sur une oreille que le froid seul empêchait de saigner abondamment, un visage blanc couvert d'égratignures et de meurtrissures, un corps à peine capable de se soutenir tant il était rompu par la fatigue, et vous pourrez comprendre que ma première frayeur ne s'apaisait pas beaucoup quand j'eus le loisir de l'examiner. « Ma chère jeune dame, lui déclarai-je, je ne bougerai pas et je n'écouterai rien. Que vous n'ayez enlevé tout ce que vous avez sur le dos pour mettre des vêtements secs. Et comme il ne faut absolument pas que vous alliez à Gimmerton ce soir, il est inutile de commander la voiture. »« Il le faut, assurément, répliqua-t-elle. À pied ou en voiture, mais je ne fais pas d'objection à m'habiller convenablement. Et, voyez comme cela me coule dans le cou maintenant. Le voisinage du feu me produit une sensation de brûlure. » Elle incita pour que j'exécutasse ses ordres avant de me permettre de la toucher. Ce ne fut que quand le cocher eut reçu l'ordre de se préparer et que la femme de chambre fut allée faire un paquet de quelques effets dont elle avait besoin, qu'elle me laissa panser sa blessure et l'aider à changer de vêtements. « Maintenant, Hélène, dit-elle, quand j'eus fini et qu'elle fut installée dans un fauteuil près du feu, une tasse de thé devant elle, asseyez-vous en face de moi et éloignez le pauvre bébé de Catherine. Je n'aime pas à le voir. Ne croyez pas parce que vous m'avez vue entrer comme une folle que je ne pense pas à Catherine. J'ai versé moi aussi des larmes amères. Oui, nul n'a eu plus que moi sujet d'en verser. Nous nous sommes séparés sans être réconciliés, vous vous le rappelez, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais néanmoins, je n'allais pas sympathiser avec lui, la brute. Oh, donnez-moi le tisonnier. Voici la dernière chose que me vienne de lui que j'ai sur moi. Elle retira de son doigt son anneau d'or et le jeta sur le parquet. Je veux l'écraser, continua-t-elle en frappant dessus avec une rage enfantine. Je veux le brûler. Elle prit l'objet hors d'usage et le lança au milieu des charbons. Là, il n'aura qu'à en acheter une autre, s'il me retrouve. Il serait capable de venir me chercher ici pour exaspérer Edgar. Je n'ose pas rester, de peur que cette idée ne se loge dans sa cervelle dépravée. Et puis, Edgar n'a pas été bon pour moi, n'est-ce pas? Je ne veux pas venir implorer son assistance et je ne veux pas non plus lui causer de nouveaux ennuis. La nécessité m'a forcé de chercher un abri ici. Encore, si je n'eusse été certaine de ne pas le rencontrer. Me fussé-je arrêtée à la cuisine. Je m'y serais lavé la figure, m'y serais chauffée, vous aurez fait dire de m'apporter ce qu'il me fallait, et je serais repartie pour aller n'importe où, hors d'atteinte de mon maudit, de ce démon incarné. Il était dans une telle fureur. S'il m'avait attrapée, c'est bien dommage qu'Ancho ne soit pas à son égal en force. Je ne me serais pas sauvée avant de l'avoir vu un peu près assommé, si Hindley eût été de taille à me donner ce spectacle. « Voyons, ne parlez pas si vite, mademoiselle, interrompis-je. Vous allez déranger le mouchoir dont je vous ai entouré la figure, et votre entaille va recommencer à saigner. Buvez votre thé, reprenez haleine, et cessez de rire. Le rire est tristement déplacé sous ce toit, et dans votre état. Vérité incontestable. Écoutez cet enfant, il crie sans arrêter. Renvoyez-le pour 1 heure afin que je ne l'entende pas. Je ne resterai pas plus longtemps. » Je sonnai et remis le bébé à une servante. Puis, je m'informai du motif qui l'avait poussée à s'échapper de Hurlevent dans un si pitoyable état, et de l'endroit où elle avait l'intention d'aller, puisqu'elle refusait de rester avec nous. « Je devrais, et je voudrais rester, » répondit-elle.
pour réconforter Edgar et prendre soin du bébé d'abord, et ensuite parce que la grange est mon vrai foyer. Mais je vous dis qu'il ne me le permettra pas. Croyez-vous qu'il supporterait de me voir engraisser, devenir gai, qu'il supporterait la pensée que nous sommes tranquilles ici, sans vouloir empoisonner notre quiétude? J'ai maintenant la satisfaction d'être sûre qu'il me déteste au point de souffrir sérieusement de me voir ou de m'entendre. Je remarque, quand je parais en sa présence, que les muscles de sa face se contractent involontairement et prennent une expression de haine qui vient en partie de ce qu'il connaît les bonnes raisons que j'ai d'éprouver pour lui ce même sentiment, et en partie d'une aversion originelle. Cette aversion est assez forte pour me donner la quasi-certitude qu'il ne me pourchasserait pas à travers l'Angleterre si je parviens à m'échapper. Il faut par conséquent que je m'éloigne tout à fait. Je suis revenue de mon désir primitif d'être tuée par lui. J'aimerais mieux qu'il se tuât lui-même. Il a complètement éteint mon amour. Je suis donc à mon aise. Je puis pourtant encore me rappeler combien je l'aimais. Je puis même vaguement imaginer que je pourrais continuer à l'aimer si... Non. Même s'il m'eût chéri, sa nature diabolique se serait révélée d'une façon ou d'une autre. Il fallait que Catherine eût le goût terriblement pervers pour lui être si tendrement attachée. Elle qui le connaissait si bien. Monstre, s'il pouvait être effacé de la création et de mon souvenir. Chut. C'est un être humain. Soyez plus charitable. Il y a des hommes encore pires que lui. Ce n'est pas un être humain. Il n'a aucun droit à ma charité. Je lui ai donné mon cœur, il l'a pris, l'a broyé et me l'a rejeté mort. C'est avec le cœur qu'on sent Hélène. Puisqu'il a détruit le mien, je n'ai plus le devoir de rien ressentir pour lui. Et je ne le voudrais pas, quand il gémirait jusqu'à son dernier jour et verserait des larmes de sang sur Catherine. Non, je ne le voudrais pas. Ici, Isabelle se mit à pleurer. Mais en refoulant aussitôt ses larmes, elle poursuivit. Vous me demandiez ce qui m'avait enfin déterminé à fuir. J'y ai été obligée parce que j'avais réussi à pousser sa rage à un degré que n'avait pas atteint sa malice. Il faut plus de sang-froid pour arracher les nerfs avec des pinces chauffées au rouge que pour assommer. Il était excité au point d'oublier la prudence de démon dont il se vantait, et il s'est laissé entraîner à une violence meurtrière. J'ai eu le plaisir d'arriver à l'exaspérer. Le sentiment du plaisir a éveillé en moi l'instinct de conservation, et j'ai réussi à m'échapper. Si jamais je retombe dans ses mains, avec quelle joie il tirera de moi une vengeance éclatante. Hier, comme vous savez, M. Earnshaw aurait dû assister à l'enterrement. Dans cette intention, il avait observé une sobriété relative. Il n'avait pas été se mettre au lit fou furieux à 6 heures du matin pour en sortir encore ivre à midi. Mais il en résulta qu'en se levant, il était très abattu avec des idées de suicide, aussi disposé à aller à l'église qu'à aller au bal, et, au lieu de s'y rendre, il s'assit près du feu et avala de grands verres de gin ou de brandy. Heathcliff, je frissonne en prononçant son nom, avait à peine paru dans la salle depuis dimanche dernier jusqu'aujourd'hui. Sont-ce les anges ou ses parents des régions infernales qui l'ont nourri? Je ne sais. Mais il n'a pas pris un repas avec nous depuis bientôt une semaine. Il ne revenait qu'à l'aube, montait à sa chambre et s'y enfermait, comme si personne n'avait envie de chercher sa compagnie. Il restait là, à prier comme un méthodiste. Seulement la divinité qu'il implorait n'est que poussière et cendre inanimée et, quand il s'adressa à Dieu, il le confondait étrangement avec le démon. Après avoir achevé ses édifiantes oraisons, et elles duraient en général jusqu'à ce qu'il fût complètement enroué et que sa voix s'étranglait dans son gosier, il repartait toujours droit vers la grange. Je suis surprise qu'Edgar n'ait pas envoyé chercher un agent de police pour le faire arrêter. Quant à moi, quelque chagrin que j'eusse de la mort de Catherine, je ne pouvais m'empêcher de considérer comme une fête ces heures où j'étais délivrée d'une oppression dégradante. J'ai repris assez de courage pour écouter sans pleurs les éternelles homélies de Joseph, pour aller et venir dans la maison d'un pas moins furtif que celui d'un voleur effrayé. Croirez-vous que j'avais pris l'habitude de pleurer à tout ce que disait Joseph? Mais Ayrton et lui sont vraiment des détestables compagnons. J'aimerais mieux rester avec Hindley et subir ses horribles propos qu'avec le petit maître et son fidèle défenseur, cet odieux vieillard. Quand Heathcliff est là, je suis souvent obligée de me réfugier à la cuisine dans leur société, ou de grelotter dans la chambre inhabitée pleine d'humidité. Quand il n'y est pas, comme c'était le cas cette semaine, j'installe une table et une chaise au coin du feu dans la salle, et je ne m'occupe pas de la manière dont M. Earnshaw emploie son temps, pas plus d'ailleurs qu'il ne se mêle de ce que je fais. Il est plus calme maintenant que naguère, quand on ne le provoque pas, plus sombre, plus abattu, et moins furieux. Joseph affirme que c'est un homme changé, que le Seigneur a touché son cœur et qu'il est sauvé, comme par le feu. Je n'ai pas encore pu découvrir les signes de ce changement favorable, mais ce n'est pas mon affaire. Hier soir, je suis restée assise dans mon coin, à lire quelques vieux livres, jusque vers minuit. Il me paraissait tellement sinistre de remonter dans ma chambre, avec cette neige furieuse qui tourbillonnait dehors, et mes pensées qui retournaient toujours au cimetière et à la tombe fraîchement creusée. J'osais à peine lever les yeux de la page, placée devant moi, tant cette triste image en prenait vite la place. Il était assis en face de moi, la tête appuyée sur ma main.
Peut-être méditait-il sur le même sujet. Il avait cessé de boire avant d'avoir perdu la raison et n'avait ni bougé ni parlé depuis 2 ou 3 heures. On n'entendait que la maison, rien d'autre que les hurlements du vent, qui secouait les fenêtres de temps en temps, le faible crépitement de charbon et le bruit sec de mes mouchettes quand il m'arrivait de raccourcir les mèches de la chandelle. Ayrton et Joseph étaient dans leur lit, profondément endormis sans doute. C'était triste, très triste. Tout en lisant, je soupirais, car il semblait que toute joie eût disparu du monde pour n'y jamais revenir. Ce pénible silence fut enfin rompu par le bruit du loquet de la cuisine. Heathcliff était revenu de sa veillée plus tôt que d'habitude, à cause de la tempête soudaine, je suppose. La porte était verrouillée, et nous l'entendîmes faire le tour pour entrer par une autre. Je me levai, et l'expression de mes sentiments me vint aux lèvres malgré moi. Hindley, qui tenait les yeux fixés sur la porte, se retourna et me regarda. « Je vais le laisser dehors 5 minutes, s'écria-t-il. « Vous n'y voyez pas d'objection ?»« Non, vous pouvez le laisser dehors toute la nuit, répondis-je. N'hésitez pas. Mettez la clé dans la serrure et tirez les verrous. » Earnshaw obéit avant que son hôte eût atteint le devant de la maison. Puis il avança sa chaise de l'autre côté de ma table et se pencha, cherchant dans mes yeux de la sympathie pour la haine brûlante qui jaillissait des siens. Comme il avait l'aspect et les sentiments d'un assassin, ce n'est pas exactement ce qu'il y trouva, mais ce qu'il y découvrit suffit pour l'encourager à parler. « Vous et moi, dit-il, avons l'un et l'autre un grand compte à régler avec cet homme. Si nous étions lâches, ni l'un ni l'autre, nous pourrions nous unir pour en finir. Êtes-vous aussi faible que votre frère? Endurerez-vous tout jusqu'au bout, sans jamais essayer de le lui faire payer? Je suis lasse maintenant d'endurer, répondis-je, et je serais heureuse de trouver une vengeance qui ne retombât pas sur moi-même. Mais la traîtrise et la violence sont des lances à 2 pointes. Elles blessent ceux qui y ont recours plus gravement que leurs ennemis. La traîtrise et la violence sont la juste récompense de la traîtrise et de la violence, s'écria Hindley. Madame Heathcliff, je ne vous demande que de rester immobile et muette. En êtes-vous capable, dites? Je suis sûre que vous auriez autant de plaisir que moi à assister à la fin de l'existence de ce démon. C'est la mort qui vous attend si vous ne prenez pas les devants. Et pour moi, c'est la ruine. Le diable emporte cet infernable coquin. Il frappe à la porte comme s'il était déjà le maître ici. Promettez-moi de vous taire, et avant que l'horloge sonne, il est 1h moins 3 minutes, vous serez délivré. Il tira de sa poitrine l'arme que je vous ai décrite dans ma lettre et essaya d'éteindre la chandelle. Je parvins à la lui arracher et lui saisis le bras. Je ne me tairai pas, vous ne le toucherez pas. Laissez la porte fermée et restez tranquille. Non, ma résolution est prise et par Dieu, je l'exécuterai, cria ce forcené. Je vous rendrai ce service malgré vous et justice sera faite à Ayrton. Il est inutile de vous mettre martel en tête pour me tirer d'affaire ensuite. Catherine n'est plus là. Pas un être vivant ne regrettera ni ne rougira de moi si je me coupais la gorge en ce moment. Il est temps de faire une fin. Autant tu valut lutter avec un ours ou raisonner avec un fou. La seule ressource qui me resta était de courir à la fenêtre et d'avertir la victime désignée du sort qui l'attendait. Vous feriez mieux de chercher refuge ailleurs cette nuit, m'écriai-je d'un ton plutôt triomphant. Monsieur Earnshaw est décidé à vous brûler la cervelle si vous persistez à essayer d'entrer. Vous feriez mieux d'ouvrir la porte, espèce de... répondit-il en m'appliquant une épithète élégante que je ne préfère ne pas répéter. Je ne me mêlerai de rien, répliquai-je à mon tour. Entrez et faites-vous tuer si cela vous convient. J'ai fait mon devoir. Je fermai la fenêtre et repris ma place au coin du feu. J'avais trop peu d'hypocrisie à ma disposition pour feindre d'être inquiète du danger qui le menaçait. Earnshaw m'accabla de jurons, affirma que j'aimais encore le scélérat et me prodiguant toutes sortes d'insultes pour ma couardise. Quant à moi, dans le secret de mon cœur, et ma conscience ne me l'a jamais reproché, je pensais que ce serait pour lui une vraie bénédiction si Heathcliff le délivrait de sa misère, et que ce n'en serait pas une moindre pour moi s'il envoyait Heathcliff dans la demeure qui lui convient. Comme j'étais plongée dans ces réflexions, un coup que lança ce dernier dans la croisée derrière moi, la fit tomber avec fracas, et dans l'encadrement apparut son visage sombre d'où jaillit un éclair sinistre. Les montants étaient trop rapprochés pour permettre à ses épaules de suivre, et je souris, exultante de me croire en sûreté. Ses cheveux et ses vêtements étaient blancs de neige, et ses dents aiguisées de cannibale, qui se montraient sous l'effet du froid et de la rage, brillaient dans l'obscurité. « Isabelle » grogna-t-il, comme dit Joseph. « Laissez-moi entrer ou je vous en ferai repentir. »« Je ne puis pas commettre un meurtre, » répondis-je. « Monsieur Hindley est un sentinelle avec un couteau et un pistolet chargé. »« Faites-moi entrer par la porte de la cuisine. »« Hindley y sera avant moi, » répliquai-je. « Quel pauvre amour est le vôtre, qui ne peut supporter une averse de neige. Vous nous avez laissés en paix dans nos lits aussi, longtemps qu'a brillé une lune d'été. Mais au premier retour offensif de l'hiver, il faut que vous couriez vous mettre à l'abri. Heathcliff, à votre place, j'irai m'étendre sur sa tombe et y mourir comme un chien fidèle. Le monde, assurément, ne vaut plus pour vous la peine d'y vivre, je pense.
Vous m'aviez pénétré de la conviction bien nette que Catherine était toute joie de votre existence. Je ne peux pas croire que vous songiez à survivre à sa perte. »« Il est là, n'est-ce pas ?» s'écria Hindley en se précipitant vers l'ouverture. « Si j'arrive à passer le bras dehors, je peux l'atteindre. »« Je crains, Hélène, que vous ne me considériez comme foncièrement mauvaise. Mais vous ne savez pas tout. Aussi ne vous hâtez pas de me juger. Je n'aurais pour rien au monde aidé ou encouragé un attentat, même sur lui. Mais il m'était impossible de ne pas souhaiter qu'il fût mort. Aussi, fus-je terriblement désappointé et épouvanté à la pensée des conséquences de mes railleries quand il se jeta sur l'arme d'Earnshaw et la lui arracha des mains. Le coup partit, et le couteau projeté en arrière s'enfonça dans le poignet de son possesseur. Heathcliff l'en retira brutalement en déchirant les chairs, et le jeta tout sanglant dans sa poche. Puis il prit une pierre, abattit le montant qui séparait 2 fenêtres, et sauta dans la pièce. Son adversaire était tombé sans connaissance sous l'effet de la violente douleur et du flot de sang qui jaillissait d'une artère ou d'une grosse veine. Le misérable le frappa à coups de pied, lui heurta la tête à plusieurs reprises sur les dalles, et me retenant d'une main pendant ce temps-là pour m'empêcher d'aller appeler Joseph. Il fit preuve d'un empire surhumain sur soi-même en s'abstenant de l'achever complètement. Enfin, à bout de souffle, il s'arrêta et tira le corps en apparence inanimé jusque sur le banc. Il déchira alors la manche de la veste d'Earnshaw et pansa la blessure avec une rudesse brutale, crachant et jurant pendant l'opération avec autant d'énergie qu'il en avait mis auparavant à le piétiner. Redevenu libre, je ne perdis pas de temps pour aller chercher le vieux serviteur qui, ayant fini par comprendre le sens de mon récit précipité, accourut en bas, allaitant, en descendit les marches 4 à 4. « Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ?»« Il y a ceci à faire, » tonna Heathcliff. « Votre maître est fou, et s'il vit encore dans un mois, il sera enfermé dans une maison de santé. Comment diable avez-vous tout verrouillé quand j'étais dehors, vieux chien édenté? Ne restez pas là à grommeler et à marmotter. Allons, c'était pas moi qui vais le soigner. Nettoyez-moi toute cette saleté, et faites attention à lui avec votre chandelle. C'est plus qu'à moitié du brandy. »« Pour l'or, c'est donc que vous avez commis un meurtre, celui ?» s'écria Joseph, levant les mains et les yeux dans un geste d'horreur. « Ces gens jamais rien vu de pareil, plus le Seigneur. » Heathcliff lui envoya une bourrade qui le fit tomber à genoux dans le sang, et lui lança une serviette, mais au lieu de se mettre à essuyer, il joignit les mains et commença une prière dont la bizarre phraséologie excita mon rire. J'étais dans un état d'esprit à n'être choquée de rien, en fait. J'étais aussi insouciante que le sont certains malfaiteurs au pied de la potence. « Ah, je vous oubliais, » me dit mon tyran. « Vous allez faire cela. Allons à terre. Vous conspiriez avec lui contre moi, n'est-ce pas, vipère? Tenez, voilà de l'ouvrage pour vous. » Il me secoua à faire claquer mes dents et me jeta à côté de Joseph qui continua ses prières sans se troubler, puis se releva, jurant qu'il allait partir à l'instant pour la grange. M. Linton était un magistrat et, eût-il perdu 50 femmes, il fallait qu'il ouvrît une enquête là-dessus. Joseph était si obstiné dans sa résolution que Heathcliff jugea utile d'exiger de ma bouche une récapitulation de ce qui s'était passé. Il me dominait d'un regard chargé de malveillance pendant que je satisfaisais à contre-cœur à ses questions. Ce ne fut pas sa peine, surtout avec mes réponses difficilement arrachées, que le vieillard se laissa persuader que Heathcliff n'avait pas été l'agresseur. Cependant, M. Earnshaw lui-même le convainquit bientôt qu'il était encore vivant. Joseph s'empressa de lui administrer une dose de liqueur forte, grâce à quoi son maître retrouva bientôt le mouvement et la conscience. Heathcliff, voyant que son adversaire ignorait le traitement qu'il avait reçu pendant qu'il était sans connaissance, lui dit qu'il avait déliré sous l'emprise de l'ivresse, qu'il passerait l'éponge sur son atroce conduite, et qu'il l'engageait à aller se coucher. À ma grande joie, il nous quitta lui-même après ce judicieux conseil, et il s'étendit sur la pierre de l'âtre. Je regagnai ma chambre, stupéfaite d'en être quitte à si bon compte. Ce matin, quand je suis descendue, une demi-heure environ avant midi, M. Earnshaw était assis près du feu, tout à fait mal en point. Son mauvais génie, presque aussi blême et décharné, était appuyé contre la cheminée. Ni l'un ni l'autre me paraissait songer à dîner. Après avoir attendu jusqu'à ce que tout sur la table fût froid, j'ai commencé seul. Rien ne m'empêchait de manger de bon appétit, et quand, de temps à autre, je jetais un regard sur mes compagnons silencieux, j'éprouvais une certaine impression de satisfaction et de supériorité à sentir en moi le réconfort d'une conscience tranquille. Lorsque j'eus fini, j'ai pris la liberté inaccoutumée de m'approcher du feu, de passer derrière le siège d'Earnshaw et de m'agenouiller dans le coin à côté de lui. Heathcliff n'a pas fait attention à mon mouvement. J'ai levé les yeux et considéré ses traits avec presque autant d'assurance que s'il eût été changé en statue. Son front, qui naguère me paraissait si viril, et que je trouvais maintenant si diabolique, était voilé d'un lourd nuage. Ses yeux de basilic étaient presque éteints par l'insomnie, par les larmes peut-être, car ses cils étaient encore humides. Ses lèvres, d'où le féroce ricanement avait disparu, étaient serrées, avec une expression d'indicible tristesse. Si c'eût été tout autre,
je me serais caché la figure en présence d'une telle douleur. La sienne me procurait du plaisir. Et quelque lâcheté qu'il semble y avoir à insulter un ennemi tombé, je n'ai pas pu me retenir de profiter de cette occasion de lui décocher un dard. Ces moments de faiblesse étaient les seuls où je puisse goûter le délice de rendre le mal par le mal. « Fi, mademoiselle, interrompis-je. On croirait que vous n'avez jamais de votre vie ouvert une Bible. Quand Dieu afflige vos ennemis, sûrement cela devrait vous suffire. Il est à la fois vil et présomptueux d'ajouter votre torture à la sienne. Je reconnais que c'est vrai en général, Hélène. Mais quel est le supplice infligé à Heathcliff qui pourrait me contenter si je n'y étais mêlée? Je préférerais qu'il souffre moins si je pouvais être la cause de ses souffrances et qu'il sût que j'en suis la cause. Oh, mon compte avec lui est si chargé. Je ne puis espérer de lui pardonner qu'à une condition. C'est de m'être payé d'abord œil pour œil, dent pour dent, torture pour torture, et de l'avoir réduit à mon état. Puisque c'est lui qui a commis la première offense, qu'il soit le premier à implorer le pardon. Et alors, alors, Hélène, je pourrais montrer un peu de générosité. Mais comme il est absolument impossible que je puisse jamais me venger, je ne puis donc lui pardonner. Il a désiré un peu d'eau. Je lui ai tendu un verre et je lui ai demandé comment il allait. « Pas aussi mal que je le voudrais », a-t-il répondu. Mais sans parler de mon bras, chaque parcelle de mon corps est aussi endolorie que si j'avais lutté avec une légion de diablotins. Oui, ce n'est pas étonnant, ai-je remarqué. Catherine se vantait de s'interposer entre vous et la douleur physique. Elle voulait dire que certaines personnes ne vous toucheraient pas de crainte de l'enfoncer. Il est heureux que les morts ne se lèvent pas réellement de leur tombeau, car autrement, la nuit dernière, elle aurait pu assister à une scène répugnante. N'êtes-vous en pas meurtri et blessé à la poitrine et aux épaules? Je n'en sais rien. Mais que voulez-vous dire? A-t-il osé me frapper quand j'étais à terre? Il vous a accablé de coups de pied et vous a cogné contre le sol, dis-je à voix basse. Son envie de vous déchirer avec ses dents était telle que l'eau lui en est venue à la bouche, car il n'est homme qu'à demi, même pas, et le reste en démon. Monsieur Ancho a levé les yeux comme moi vers le visage de notre ennemi commun. Absorbé dans son angoisse, celui-ci paraissait insensible à tout ce qui passait autour de lui. Plus longtemps, il restait dans cette attitude, et plus la noirceur de ses méditations se révélait sur ses traits. Oh, si Dieu voulait seulement me donner la force de l'étrangler dans ma suprême agonie, j'irais en enfer avec joie, gémissait son impatiente victime, qui se débattait pour essayer de se lever et retomber désespérée, convaincue de son impuissance à lutter. Non, c'est assez qu'il ait tué l'un de vous, elle observait tout haut. À la grange, tout le monde sait que votre sœur vivait encore, sans monsieur Heathcliff. Après tout, il vaut mieux être haï qu'aimé par lui. Quand je me rappelle comme nous étions heureux, comme Catherine était heureuse avant son arrivée, je ne puis m'empêcher de maudire ce jour-là. Très vraisemblablement, Heathcliff a été plus frappé de la vérité de ces paroles que de l'excitation de la personne qui les avait prononcées. Son attention s'est éveillée, je l'ai bien vu, car des larmes coulaient de ses yeux dans les cendres, et sa respiration oppressée s'échappait en profonds soupirs. Je le regardais en face, avec un rire de mépris. Des fenêtres voilées de l'enfer ont jailli un instant vers moi quelques éclairs, mais le démon qui, en général, veillait là semblait si obscurci, si noyé, que je n'ai pas craint de risquer un nouveau rire. « Levez-vous et disparaissez de ma vue », a dit Heathcliff. J'ai deviné du moins qu'il prononçait ces mots, bien que sa voix fût à peine intelligible. « Je vous demande pardon », ai-je répliqué. « Mais moi aussi j'aimais Catherine, et son frère a besoin de soins que pour l'amour d'elle, je lui donnerai. Maintenant qu'elle est morte, je la revois en Hindley. Hindley a exactement ses yeux, ou les aurait si vous n'aviez essayé de les lui arracher, ce qui les a rendus noirs et rouges, et ça... Levez-vous, misérable idiote, avant que je vous écrase sous mes pieds, s'écria-t-il en faisant un mouvement qui m'en a fait faire un aussi. Mais alors, ai-je continué en me tenant prête à m'enfuir, si la pauvre Catherine s'était fiée à vous et avait accepté le titre ridicule, méprisable, dégradant de Madame Heathcliff, elle aurait bientôt offert un semblable spectacle. Elle n'eût pas supporté tranquillement votre abominable conduite, elle. Il eût fallu que sa haine et son dégoût trouvassent une voie. Le dossier du banc et la personne d'Ancho se séparaient de lui, de sorte qu'au lieu d'essayer de m'atteindre, il a saisi un couteau sur la table et me l'a lancé à la tête. La lame m'a frappé sous l'oreille et a arrêté la phrase que je prononçais en ce moment. Mais je l'ai retirée. J'ai couru à la porte en lui jetant encore quelques mots qui, je l'espère, auront pénétré un peu plus profondément que son projectile. Comme tableau final, je l'ai vu s'élancer avec furie, être arrêté par son hôte, qui l'avait saisi, puis tous deux ont roulé enlacés devant la cheminée. En traversant la cuisine dans ma fuite, j'ai dit à Joseph d'aller vite trouver son maître. J'ai renversé Ayrton, qui était en train de s'amuser à suspendre une portée de petits chiens au dossier d'une chaise à l'entrée de la porte. Et, heureuse comme une âme échappée du purgatoire, j'ai bondi, sauté, volé sur la route escarpée. Puis, négligeant ses détours, j'ai pris droit à travers la lande, culbutant sur les talus, m'enfonçant dans les marécages.
Je me précipitai tête baissée vers mon phare, la lumière qui brillait à la grange, et je consentirais plus volontiers à un séjour perpétuel dans les régions infernales qu'à reprendre place, fût-ce pour une seule nuit sous le toit de Hurlevent. Isabelle se tut et but un peu de thé, puis elle se leva, me demanda de lui mettre son chapeau et un grand châle que j'avais apporté, et sourde à ma prière de rester encore 1 heure, monta sur une chaise, baisa les portraits d'Edgar et de Catherine, m'embrassa à mon tour et descendit prendre la voiture, accompagnée de Fanny, qui aboyait de joie d'avoir retrouvé sa maîtresse. Elle partit donc ainsi chassée, pour ne plus jamais revenir dans le pays. Mais une correspondance régulière s'établit entre elle et mon maître quand les choses se furent un peu arrangées. Je crois qu'elle avait choisi sa nouvelle demeure dans le sud, près de Londres. C'est là qu'elle mit au monde un fils, quelques mois après sa fuite. Il reçut le prénom de Linton, et, dès le début, elle le dépeignit comme une créature maladive et irritable. Monsieur Heathcliff, me rencontrant un jour dans le village, me demanda où elle habitait. Je refusai de le lui dire. Il répliqua que cela lui emportait peu, mais qu'elle devait se garder de venir chez son frère. Il ne fallait pas qu'elle vécût avec lui, dit-il, pour l'en empêcher, la reprendre lui-même. Bien que je n'eusse voulu lui donner aucune indication, il découvrit, par quelque autre domestique, le lieu de son séjour et l'existence de l'enfant. Il n'inquiéta pourtant pas Isabelle, ce dont elle put rendre grâce, je suppose, à l'aversion qu'elle lui inspirait. Il s'informait souvent de l'enfant quand il me voyait. En apprenant son nom, il eut un vilain sourire et dit « Ils veulent donc que je le haïsse aussi, sans doute. »« Je ne crois pas qu'ils désirent que vous sachiez rien de lui, » répondis-je. « Mais je l'aurai quand j'aurai besoin de lui. Ils peuvent y compter. » Heureusement, sa mère mourut avant que ce moment fût venu, 13 ans environ après Catherine. Le petit Linton avait 12 ans, ou un peu plus. Le lendemain de la visite inopinée d'Isabelle, je n'eus pas l'occasion de parler à mon maître. Il évita toute conversation, et n'était pas en état de rien discuter. Quand je pus me faire écouter, je vis qu'il était bien aise, que sa sœur eût quitté son mari, qu'il détestait avec une intensité que la douceur de sa nature semblait à peine permettre. Son aversion était si profonde et si vivace qu'il s'abstenait d'aller partout où il aurait pu rencontrer Heathcliff, ou entendre parler de lui. Le chagrin, joint à ce sentiment, fit de lui un parfait ermite. Il abandonna sa charge de magistrat, cessa même de paraître à l'église, évita en toute occasion le village et mena une vie de complète réclusion dans l'enceinte de son parc et de ses terres. La seule variété qu'il y apporta consista en promenades solitaires dans les landes et en visite à la tombe de sa femme, la plupart du temps le soir ou le matin de bonne heure, avant que personne fût dehors. Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux. Il ne priait pas, lui, pour que l'âme de Catherine le hantait. Le temps lui apporta la résignation et une mélancolie plus douce que la joie vulgaire. Il entourait sa mémoire d'un amour ardent et tendre, d'aspiration pleine d'espoir vers un monde meilleur où il ne doutait pas qu'elle ne fût allée. Il eut aussi une consolation et des affections sur cette terre. Pendant quelques jours, vous ai-je dit, il parut n'accorder aucune attention à l'être chétif que sa femme lui avait légué. Cette indifférence fondit aussi vite que la neige en avril, et avant que la petite créature fût capable de bégayer un mot ou de hasarder un pas, elle régnait en dépote dans le cœur de son père. Elle s'appelait Catherine, mais il ne lui donnait jamais son nom en entier, de même qu'il n'avait au contraire jamais abrégé celui de la première Catherine, sans doute parce que Heathcliff avait l'habitude de le faire. La petite fut toujours Cathy, ce qui la distinguait pour lui de sa mère, tout en la reliant à elle. Et son attachement à l'enfant naquit de ce lien avec la mère, bien plus que du fait qu'elle était sa fille à lui. Je faisais parfois une comparaison entre Hindley Earnshaw et lui, et je n'arrivais pas à m'expliquer d'une façon satisfaisante pourquoi leur conduite, en des circonstances semblables, était si différente. Tous deux avaient été de tendres époux, et tous deux étaient attachés à leur enfant. Je ne comprenais pas comment tous deux n'avaient pas suivi la même route, dans le bien ou dans le mal. Mais disais-je, Hindley avait une tête en apparence plus forte, s'est montré pitoyablement inférieur et plus faible. Quand son vaisseau a touché l'écueil, le capitaine a abandonné son poste, et l'équipage, au lieu de chercher à sauver le navire, s'est livré à l'indiscipline et au désordre, détruisant tout espoir de renflouer la malheureuse épave. Linton, au contraire, a fait preuve du vrai courage d'une âme loyale et fidèle. Il a eu confiance en Dieu, et Dieu l'a consolé. L'un espérait, l'autre désespérait. Ils ont choisi chacun leur sort, et ont été justement condamnés à le subir. Mais vous n'avez pas besoin de ma morale, monsieur Lockwood. Vous êtes capable de juger aussi bien que moi de toutes ces choses. Vous le croyez du moins, ce qui revient au même. La fin d'Earnshaw fut ce que l'on pouvait attendre. Elle suivit de près celle de sa sœur. 6 mois à peine séparent l'une de l'autre. Nous autres, à la grange, nous n'avons jamais su exactement quel a été son état pendant cette période. De peu que j'ai appris,
est venu à ma connaissance quand je suis allée aider aux préparatifs des obsèques. Monsieur Kenneth va annoncer l'événement à mon maître. Eh bien, Nelly, dit-il en entrant à cheval dans la cour un matin. Trop tôt pour que je ne fusse pas alarmée par un soudain pressentiment de mauvaises nouvelles. C'est à votre tour et au mien d'être en deuil à présent. Devinez qui nous a faussé compagnie cette fois. Qui ? Demandai-je tout ému. Allons deviner, répondit-il en mettant pied à terre et en attachant les rênes à un crochet près de la porte. Et préparez le compte de votre tablier. Je suis certain que vous allez en avoir besoin. Pas monsieur Heathcliff, bien sûr, m'écriai-je. Quoi, vous auriez des larmes pour lui ? Non, Heathcliff est un gaillard jeune et vigoureux. Il a l'air plus florissant que jamais aujourd'hui. Je viens de le voir. Il reprend vite des chairs depuis qu'il est débarrassé de sa moitié. Qui est-ce alors, monsieur Kenneth ? Répétai-je avec impatience. Hindley Earnshaw, votre vieil ami Hindley, et mon méchant compère, quoique depuis longtemps il soit devenu trop fantasque pour moi. Là, je disais bien qu'il y allait avoir des larmes, mais consolez-vous, il est mort fidèle à son personnage, ivre comme un lord. Pauvre garçon, j'ai de la peine moi aussi. On regrette toujours un vieux compagnon malgré tout, bien que celui-là fût capable des pires malices qui se puissent imaginer et qu'il m'ait joué plus d'un vilain tour. Il avait à peine 27 ans, il me semble. C'est juste votre âge. Qui aurait cru que vous étiez né la même année ? J'avoue que ce coup fut plus dur pour moi que n'avait été celui de la mort de Madame Linton. D'anciens souvenirs assiégeaient mon cœur. Je m'assis sous le porche. Je pleurais comme pour un parent et je priais le docteur de se faire introduire auprès de mon maître par un autre serviteur. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressasser cette question. Sa mort a-t-elle été naturelle ? Quoi que je fisse, cette idée me harcelait. J'en étais si obsédée que je résolus de demander la permission d'aller à Hurlevent pour aider à remplir les derniers devoirs envers le défunt. M. Linton y consentit qu'avec beaucoup de difficultés, mais je plaidai éloquemment l'abandon où le corps de son beau-frère devait se trouver. Je fis valoir que mon ancien maître et frère de lait avait autant que lui droit à mes services. De plus, je lui rappelai que le petit Ayrton était le neveu de sa femme, qu'en l'absence de parents plus proches, il devait lui servir de tuteur, qu'il fallait qu'il s'enquît de l'état de la succession et qu'il examinât les affaires de son beau-frère. Il était incapable de s'occuper de tout cela à ce moment-là, mais il me chargea d'en parler à ses hommes d'affaires. Enfin, il me permit de partir. Son homme d'affaires avait été également celui d'Earnshaw. Je passai au village et le priai de m'accompagner. Il secoua la tête et conseilla de laisser faire Heathcliff, affirmant que, si la vérité était connue, on découvrirait que Ayrton n'était guère plus qu'un mendiant. Son père est mort endetté, ajouta-t-il. Toute la propriété est hypothéquée, et la seule chance qui reste à l'héritier naturel est de trouver une occasion d'éveiller quelques intérêts dans le cœur de son créancier, afin que celui-ci soit amené à le ménager. Quand je parvins à Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu pour veiller à ce que tout se passât décemment. Joseph, qui avait l'air d'avoir assez de chagrin, exprima sa satisfaction de ma présence. M. Heathcliff dit qu'il ne voyait pas qu'on eût besoin de moi, mais que je pouvais rester et régler les dispositions des obsèques si je voulais. En bonne justice, observa-t-il. Le corps de ce fou devrait être inhumé à la croisée des routes, sans cérémonie d'aucune sorte. Il m'est arrivé de le quitter pendant 10 minutes hier après-midi. Il en a profité pour verrouiller les 2 portes de la salle afin de m'empêcher d'entrer. Il a passé la nuit à s'enivrer à mort de propos délibérés. Nous avons fait irruption ce matin, en l'entendant ronfler comme un cheval. Il était là, étendu sur le banc. On aurait pu l'écorcher et le scalper sans le réveiller. J'ai envoyé chercher Kenneth qui est venu, mais pas avant que la brute fût changée en charogne. Il était mort, froid et roide. Ainsi vous conviendrez qu'il n'y avait pas lieu de faire beaucoup d'histoires à son sujet. Le vieux domestique confirma ses dires et grommela. J'aurais mieux aimé que vous soyez été quérir le docteur lui-même. J'aurais soigné le maître mieux que lui. Il n'était point mort quand je suis parti. Mais point du tout. J'insistais pour que les funérailles fussent convenables. M. Heathcliff me dit que je pouvais agir à ma guise. Cependant, il me pria de ne pas oublier qu'en toute cette affaire, c'était de sa poche que sortait l'argent. Son attitude resta froide, indifférente, n'indiquant ni joie ni chagrin. Si l'on pouvait y lire quelque chose, c'était la cruelle satisfaction d'avoir réussi une besogne difficile. Je remarquai cependant, une fois sur sa figure, une expression qui ressemblait à de l'exultation. Ce fut à l'instant que le cercueil sortit de la maison. Il eut l'hypocrisie de se mettre en deuil. Avant de suivre le convoi avec Ayrton, il fit monter sur la table le malheureux enfant et murmura avec une singulière jouissance. « Maintenant, mon petit gars, tu es à moi. Et nous verrons bien si un arbre ne pousse pas aussi tordu qu'un autre, quand le même vent le courbe. » Le naïf petit être écouta ces paroles avec plaisir. Il jouait avec les moustaches de Heathcliff et lui tapotait la joue. Mais moi, je compris ce qu'il voulait dire, et j'observai sèchement. « Cet enfant doit retourner avec moi à Furcroft Grange, monsieur. Il n'y a rien au monde qui vous appartienne moins que lui. » Linton l'a-t-il dit ? demanda-t-il.
Sans doute, il m'a ordonné de le ramener, répondis-je. Bien, dit le coquin. Nous ne discuterons pas cette question pour le moment. Mais j'ai envie de m'essayer à élever un enfant. Par conséquent, vous déclarerez à votre maître que s'il cherche à m'enlever celui-ci, je me verrai obligé de le remplacer par le mien. Je ne m'engage pas à laisser partir Ayrton sans contestation, mais je vous certifie que je ferai venir l'autre. N'oubliez pas de le lui dire. Cette menace suffisait à nous lier les mains. J'en fis part en revenant à Edgar Linton qui, s'étant peu intéressé à la question dès le début, ne parla plus d'intervenir. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il eût pu le faire utilement, s'il n'en avait jamais eu la volonté. L'hôte était maintenant le maître à Hurlevent. Sa possession était solide, et il prouva à Latourny, qui à son tour le prouva à M. Linton, qu'Earnshaw avait hypothéqué jusqu'à son dernier mètre de terrain pour avoir de quoi subvenir à sa passion du jeu. Et lui, Heathcliff, était le prêteur. C'est ainsi que Ayrton, qui devrait être aujourd'hui premier propriétaire du pays, a été réduit à un état de complète dépendance de l'ennemi invétéré de son père, et qu'il vit dans sa propre maison comme un domestique. Sauf qu'il n'a même pas l'avantage de toucher des gages, tout à fait incapable de se faire rendre droit, parce qu'il est sans aucun ami, et qu'il ignore le tort dont il est victime.